Bonjour Alexis. Bonjour Paul. Alors, je te le disais juste avant, mais t'as créé WP Origami, qui est une des plus grosses chaînes YouTube françaises sur WordPress, avec une école du même nom où t'as formé, je crois, plus de 1500 élèves. Et je t'ai découvert dans ce cadre-là, parce que c'est une cliente à moi qui m'a parlé de tes contenus il y a plus ou moins 2 ans, me disant qu'ils étaient top, tout ça. Et entre-temps, plus récemment, t'as décidé de créer ton propre hébergeur WordPress qui s'appelle Copylost. Donc j'ai envie qu'aujourd'hui qu'on revienne sur tout ça, sur la création de ton école, enfin comment ça se passe la gestion d'une grosse école comme ça, et sur la transition que tu es en train de faire sur Copylost. Moi, c'est un choix que je trouve vraiment hyper intéressant et j'ai jamais eu l'occasion de parler à quelqu'un qui a son hébergeur web. Alors j'ai plein de questions. Et avant qu'on débute, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Plaisir. Alors du coup, j'ai laissé un énorme néon WordPress. Ça peut donner l'impression qu'on Ah est des oui, gros fanatiques ici. Je peux tout à fait l'éteindre par ailleurs. Et tu me diras s'il il est faut que je très beau. réexplique ce qu'est WordPress pour ton audience. Il a coûté très cher. Voilà, je précise. Alors on Et le sinon, alors garde. du coup, bah moi, je m'appelle Alexis. J'ai démarré les vidéos sur YouTube en 2019. Donc, je faisais des tutoriels sur WordPress, qui est donc un outil de création de site internet. Démarré les vidéos en 2019, j'ai commencé à faire des formations en 2020, et ensuite j'ai jamais arrêté jusqu'à aujourd'hui. J'ai toujours pas arrêté, hein, encore aujourd'hui. Et en parallèle de ça, j'ai effectivement développé un. Alors, je l'ai vraiment pas fait tout seul, hein, je précise quand je dis je, mais du coup j'ai développé un hébergeur qui est spécialisé sur WordPress. Je pourrais aussi redéfinir ce que c'est si c'est nécessaire, mais c'est une boîte que j'ai lancée, donc on a codé ça pendant un an. Et ça s'est lancé l'année dernière. Donc l'année dernière, on a ouvert un hébergeur spécialisé WordPress. Et donc ça fait, on se rapproche des 1 an et demi d'existence avec des clients, etc. Voilà. Ok. Et qu'est-ce qui t'a fait... Tu dis en 2019, tu as commencé les vidéos sur WordPress. Ouais. Pourquoi? Comment t'es arrivé là-dedans? Euh, alors, il y a mille façons de raconter cette histoire. Je Ce veux qui la s'est passé, vraie. c'est ouais, la vraie. En fait, il faut remonter même longtemps avant ça. Moi, j'ai commencé à faire des trucs sur Internet en 2017, je pense. Et quand on se pose avec ma compagne pour réfléchir à ce qui s'est passé dans notre vie, même des années auparavant, j'ai l'impression qu'il y avait déjà des graines qui étaient plantées même des années auparavant, d'idées qu'on avait. Je me rappelle, je voulais lancer un blog et vendre des PDF sur absolument tout et n'importe quoi. Je crois que c'était en 2014-2015. J'adorais apprendre des trucs. Et je me suis dit, tiens, à chaque fois, je pourrais apprendre des trucs. Ouais, on est loin de ChatGPT et tout ça, hein, je vous le dis. À chaque fois, je pourrais apprendre des trucs sur le fonctionnement de l'univers. Et ensuite, faire un PDF super bien écrit sur le fonctionnement de l'univers. Et vendre ce PDF sur un blog. Et je le vendrais 20 balles, par exemple. Et ça, c'est des idées qu'on avait quand on était posé dans un coffee shop, je me rappelle, en Malaisie. Et donc, je pense que ça, c'était en 2016. Et, et donc ça remonte à loin. Mais la vérité, c'est que pourquoi je me suis lancé sur Internet à faire des trucs et tout, à partir de 2017, en fait, je voulais, avant tout ça, avant Internet, avant des business, avant tout ça, moi, j'ai fait une école audiovisuelle. Et moi, ce que je voulais faire dans la vie, c'était faire des films. Rédiger, alors j'ai commencé par rédiger des petits courts-métrages, tourner des petits courts-métrages, etc. Mais comme beaucoup de jeunes, plein de rêves dans la tête. Moi, je voulais faire des films, je voulais faire du cinéma, pourquoi pas, des longs métrages en tout cas. Et donc, en fait, moi, ce qui s'est passé, c'est que pendant longtemps, j'ai eu un projet autour d'un long métrage. Je pensais pouvoir financer par moi-même ce projet-là. La vie a fait que j'ai pas pu financer par moi-même ce projet-là. Et je me suis dit, il va falloir que je gagne de l'argent pour pouvoir financer mon long métrage, mon film. Ok. Et du coup, pour gagner de l'argent, au début, ma première idée, c'était de faire une petite application mobile dans le fitness. J'avais une petite idée d'application mobile dans le fitness en 2017. Et j'ai commencé à bosser dessus. Je me rappelle, j'ai eu mon premier rendez-vous avec une banque, parce que je me suis dit, ah, je vais lever des fonds, etc. Ça s'est pas passé comme ça. Je découvre un petit peu le vrai monde, quoi. Du coup, je me suis dit, attends, il va falloir que je gagne de l'argent pour pouvoir, suffisamment d'argent pour pouvoir financer mon application de fitness, pour pouvoir financer mon film. Et donc, c'est un peu les poupées russes, tu vois. Et donc, en fait, j'en suis pas complètement par hasard. Je suis tombé sur des vidéos de dropshipping en 2017. Et à partir de ça, je me suis dit, OK, je vais gagner de l'argent là pour financer ça, pour financer ça, pour financer ça. C'est comme ça que je me suis lancé. Et donc, j'ai commencé à faire des petites expériences de e-commerce complètement par hasard en 2017. Et ce qui m'a amené à faire toutes sortes de choses pendant 2 ans, 2017, 2018, 2019, jusqu'à, un peu par hasard, faire mes premières vidéos sur YouTube, sur WordPress. Parce que je le voyais à l'étranger.
et que ça n'existait Ok. quasiment pas en France, tout bêtement. J'ai importé le truc, je suis, il y a quasiment personne en France, et du coup, je vais faire mes tutoriels et on verra bien où ça me mène. Et ça m'a mené là où tu Ok. sais. Trop bien. Donc c'était vraiment une vision plus stratégique. T'as pas eu un côté passionné de WordPress ou de site web dès le début, et tu t'es dit je vais parler de ma passion et c'était stratégique. Il y a eu, c'est pas du tout, je n'ai aucune passion pour WordPress. C'est le fait d'être de plus en plus à l'aise dans ce que tu fais, qui Ouais. fait qu'au bout d'un moment, c'est pas que la passion, elle arrive après. En fait, pour moi, elle arrive pas forcément avant. Ça dépend des histoires de chacun. Mais là, pour le coup, la passion, elle est arrivée après. C'est-à-dire que, ok, à force de passer des années et de passer tout mon temps, 10 heures par jour sur WordPress, je finis par aimer le truc, tu vois. C'est que ça vient naturellement, Ouais. c'est normal. En fait, au bout d'un moment, ton cerveau, il s'adapte. Si t'aimes pas le truc et que tu le fais 10 heures par jour, il y a un problème. En fait, ton cerveau finit par trouver le moyen de se dire, mais si, c'est super WordPress. Et donc, du coup, ça arrivait comme ça arrivé après coup, a posteriori, pas a priori. Mais si, du coup, aujourd'hui, Ok. j'aime beaucoup WordPress, mais c'est par habitude, par attachement, etc. Mais sinon, effectivement, c'est pas ça qui m'a amené. Et c'est même pas le fait de vouloir être libre ou quoi que ce soit. C'est pas des notions comme ça qui m'ont drivé. À l'origine, c'était vraiment financer un projet de film. Moi, c'est vraiment ça. C'est vraiment cette Ok. raison pour laquelle je me suis lancé. Et Voilà. tu l'as fait ton film? Non. Oh non! Bah non, parce que finalement, tout ce que j'ai gagné d'argent, je l'ai dépensé dans ce SaaS, donc Copylost, dans Ok. l'hébergeur. La vérité, c'est que l'argent que je voulais mettre de côté pour financer ce projet de film, si je n'avais pas dépensé tout mon argent dans l'hébergeur aujourd'hui, j'aurais assez d'argent par rapport à ce que j'envisageais de faire à l'époque pour faire ce projet. Ok. Mais c'est un autre Alexis, c'est pas celui d'aujourd'hui. J'ai grandi. Ok. C'est fou. Et quand on était du coup à tes débuts sur YouTube, à quel moment, enfin, est-ce qu'il y a un moment tu t'es rendu compte que les vidéos que tu prenais, les formations que tu faisais, ça devenait vraiment un gros truc? Tu vois, parce que moi, de mon point de vue Alors, extérieur, t'as eu vraiment une oui, grosse école, tu vois. Est-ce qu'il y a un moment oui. tu t'es dit, ok, là je suis en train de créer un truc très gros, ou alors pas du tout, enfin c'était comment? Alors déjà, sache que là, ce que tu fais, c'est une photographie vue de l'extérieur. Il n'y a pas Oui, à un complètement. moment, j'ai pas souvenir d'un moment, un déclic où je me suis dit le truc que je fais il est très gros. Parce que déjà, tu sais Ok. très bien que quand t'es de l'intérieur, quand tu vis le truc de l'intérieur, t'es jamais en train de te dire, ouais, ce que je fais c'est absolument énorme, je suis trop fort, etc. Et enfin, ça s'est fait très lentement. Je veux dire, en fait, ça a pris des années. La photographie que tu fais d'aujourd'hui, WP Origami, c'était pas la même il y a un an, c'était pas la même il y a 2 ans, c'était pas la même il y a 3 ans. Et donc, en général, quand les gens font une photo à un instant T, ils se disent que ce mec-là fait un truc énorme. En général, bon bah c'est 5 ans plus tard déjà, tu vois. Donc, il y a 5 ans, il y a 4 ans, il y a 3 ans, il y a 2 ans, c'était pas aussi gros qu'aujourd'hui. J'avais pas autant d'élèves. Il y avait pas eu autant de chiffre d'affaires. Le pic de chiffre d'affaires, c'était l'année dernière, c'était en 2024. Il y avait tout Ok. ça. Il y avait pas Copylost, etc. Donc, les choses prennent énormément de temps. Et les choses ont pris énormément de temps et ça s'est tellement pas fait du jour au lendemain. Donc, je sais pas, je pense que vu de l'extérieur, souvent, on a souvent l'impression qu'il y a des choses qui se font du jour au lendemain. Ça n'existe pas. Ou Ouais. ça existe. Mais ça s'appelle avoir de la chance. J'ai pas eu de chance. Et les choses sont faites vraiment très, très progressivement. Donc je peux pas te dire s'il y a un moment il y a eu un déclic ou quoi que ce soit. Euh, mais bah du coup j'ai mes propres petits déclics personnels, j'ai mes propres petits avant-après perso. Je me rappelle de mon premier avant-après je suis passé par exemple à un moment en chiffre d'affaires. Donc je sais plus, c'était en 2021, 2022, je sais plus exactement. Il y a un moment où j'étais passé soudainement, très soudainement, de 2000 euros de chiffre d'affaires à 8. De 2000 euros à 8000 euros. Ça, par exemple, voilà, si tu cherches des petits avant-après, des petits déclics, là, c'est le moment où on était vraiment galvanisé. On s'est dit, ah, qu'est-ce qui se passe? Waouh, c'est incroyable. On a compris quelque chose, etc. Donc, des petites anecdotes comme ça à l'intérieur de la boîte, il y en a plein. Le fait de se dire Mhm. que c'est gros, c'est pas gros, même 8000 euros de chiffre d'affaires, qu'est-ce que t'appelles gros? Enfin, de quoi on parle? Est-ce qu'on parle de l'impact sur YouTube? Est-ce qu'on parle de mon chiffre d'affaires? C'est des sujets différents. Donc, j'ai jamais eu l'impression d'avoir un truc si gros que ça. Et Ok. alors j'ai un peu plus d'élèves que ce que t'as annoncé au début. Donc t'as 1005. Je pense qu'aujourd'hui on doit être vers. On n'a pas recalculé récemment, mais je pense qu'on doit être vers 2004, Oui. quelque chose comme ça. Ok. Voilà. D'accord. Mais bon maintenant, la vérité c'est que je pense que si on regarde vraiment, je pense qu'il y a des organismes de formation WordPress qui ont eu plus d'élèves que moi historiquement, sans Ouais. doute. Donc voilà. Et puis j'ai quand même l'impression d'être une petite boîte. Je n'ai pas l'impression d'avoir construit un truc si gros, parce que je pense que je fais vraiment la distinction entre ce qu'est créer une entreprise et être un gros freelance. Et je pense que moi, j'ai jamais eu l'impression d'avoir créé une boîte avec Origami.
C'est d'ailleurs très intéressant d'utiliser le terme infopreneur. C'est de ça dont il s'agit Oui, en fait. Quand on dit infopreneur, finalement, on parle toujours d'un seul mec et c'est quasiment vrai. pas d'une entreprise. En fait, on parle d'un freelance superstar ou un freelance qui a réussi à avoir un bon effet de levier sur son temps, mais pas forcément une entreprise. Pour moi, une entreprise, dans mon cas, ça aurait été si j'ai délégué de plus en plus la création des formations et qu'on construit vraiment une école avec plein de formateurs et que le truc commence à rouler un peu tout seul sans moi. Je serais plus à l'aise avec le terme d'entreprise dans ces cas-là. Alors que moi, là, j'ai l'impression, avec Origami, que j'étais toujours un freelance malin, gros levier sur son temps, mais un freelance quand même. Voilà. Ok, pas mal. Et comment le passage petit à petit, il s'est fait à Copylost? Pourquoi déjà t'as voulu prendre une sorte de tangente? Tu vois, tu pourrais te dire je crée une école où je continue à avoir un plus grand catalogue de formation. Pourquoi tu t'es dit je vais créer un SaaS, un hébergeur? Comment ça s'est passé tout ça, ce chemin dans ta tête? Alors, ça s'est pas fait tout seul. L'idée, Oui, elle est venue, elle est partie, elle est revenue, elle est repartie. Moi, au début, je ok. voulais pas créer un hébergeur. On y a pensé il y a longtemps. On s'est dit, c'est peut-être le bon projet, c'est peut-être la bonne idée. Puis on en parlait entre nous. On s'est dit, non, mais c'est vraiment une idée de merde. Ça a l'air trop compliqué. T'imagines vraiment le truc à bâtir et tout, ça a l'air infâme. Jamais de la vie. Vraiment, hein, j'ai dû me dire probablement une ou deux fois, jamais de la vie. Et puis, alors, je pense qu'il y a eu il s'est passé plusieurs choses, mais peut-être l'une des anecdotes intéressantes, c'est un gars qui m'a contacté, qui faisait, je sais plus son prénom, alors il m'excusera du coup si jamais un jour il tombe par sur ce podcast. On s'est pas parlé depuis des années, mais il y a un gars qui est venu me parler et qui m'a dit, alors c'était un développeur, parce que moi je ne suis pas, et qui m'a dit, bah écoute, Alexis, t'as construit une super audience, bon boulot, hein, Alexis, c'est top, et maintenant il serait temps de me créer peut-être un SaaS ensemble ou de faire un hébergeur, pourquoi pas. Lui, en fait, le gars, il est venu, il m'a parlé concrètement, il voulait monter un hébergeur avec moi et profiter de l'audience que j'avais bâtie pour dire, bah, on Mhm. peut miser là-dessus et puis monter ton propre hébergeur. Tu pourras recommander ton hébergeur, ce sera chez toi, ce sera facile à lancer, du coup, puisque du coup, t'as les gens qui te suivent, etc. Et alors, j'ai décidé de pas bosser avec cette personne parce que je pense qu'on n'était pas forcément, à- à on n'avait pas forcément les mêmes méthodes de travail, la même vision, etc. Ok. Donc, j'avais pas vraiment envie de bosser avec lui. Par contre, à partir de là, j'ai commencé à me dire, ouais, mais quand même, ça a l'air, enfin, ça a l'air pas si con en fait de lancer un hébergeur. Effectivement, en fait, parce que moi, j'avais pas envie de partir dans tous les sens. Moi, je me suis toujours posé la question de qu'est-ce que je fais après les formations parce que j'avais envie qu'il y ait un après. Tout le monde n'a pas envie qu'il y ait un après, et c'est ok. Mais moi, j'avais envie qu'il y ait un après. Tous les quelques années, tu vois, je me dis, bon, bah, qu'est-ce que je fais après? Et le après, c'était quoi pour moi? Ça me semblait assez évident. Je voulais capitaliser sur ce que j'avais construit. Il y avait plein de façons de le faire quand il y a une audience comme moi. Ça pouvait être des extensions sur WordPress. Ça pouvait être un hébergeur, ça pouvait être un SaaS. Il y a d'excellents exemples de ça sur le marché. Je pense à WP Umbrella, par exemple, sur le marché français, qui est un SaaS. Vraiment, c'est pas un plugin, c'est pas un hébergeur. Ok. Et au final, ça s'est fait assez naturellement avec l'hébergeur, c'est-à-dire qu'on a fait des petites expériences. J'ai créé ma petite maquette, je me rappelle, j'étais en Thaïlande, et je me bossais sur ma petite maquette. Donc sur WordPress, j'ai fait ma maquette pour l'hébergeur. Je me suis dit, ah, mon Trop hébergeur, il bien. pourrait ressembler à ça. En général, les hébergeurs, ils sont trop compliqués, on sait pas où cliquer, il y a 50 000 étapes. On pourrait juste cliquer sur un bouton, hop, ça créera un site WordPress terminé. On avait notre vision un peu de faire les choses beaucoup plus simplement. Et donc, on a pris tout ça, j'ai fait une maquette. Et en fait, on était juste complètement séduits par la maquette. Quand je dis on, c'est moi et une compagne, ma femme aujourd'hui. Ok. On regarde la maquette et on se dit, mais du coup, mais oui, c'est ça. Faut qu'un hébergeur, ça ressemble à ça. C'est exactement ce qu'il faut. Et en fait, naturellement, on s'est dit, bah, c'est vraiment une bonne idée, mais du coup, fallait qu'on ait les bons contacts, fallait qu'on sache comment avancer sur le projet. Enfin, c'est un projet qui est quand même super ambitieux. Et donc, on n'a pas avancé tout de suite sur le projet. Petit à petit, en fait, on a mis la maquette de côté. Et ensuite, ce qui s'est passé, je me rappelle, on est rentré de voyage. Et là, j'ai commencé à rentrer en contact avec des personnes, un développeur, deux développeurs, trois développeurs, pour leur poser des questions, pour leur demander, voilà, ça se passerait comment, ça coûterait combien, etc. J'ai commencé à me renseigner. Et ça s'est fait comme ça. À un moment, je suis tombé sur la bonne personne. Tu me diras si tu veux qu'on en parle, mais ça s'est fait comme ça, juste petit à petit. Juste moi, je voulais passer à autre chose. Je voulais qu'il y ait un héritage de mon travail et que ce soit pas spécialement les formations, que je puisse passer à l'étape d'après. Et l'hébergeur semblait être la solution évidente parce que je trouvais que le business model était intéressant. Je trouvais qu'il y avait quelque chose à faire sur le marché. Et j'avais fait une petite maquette, ça m'avait bien plu. Voilà, ça s'est fait très naturellement, très organiquement, au fil des mois, Trop bien. pour ne pas dire des années. Ok.
Bah c'est bien, tu fais un petit teaser pour la partie où je voulais aller sur l'hébergement. J'aimerais qu'on reste Ouais, encore quelques minutes sur la partie infopreneur, ouais. enfin création de formation. Euh, T'es, t'es une usine à vidéo, je trouve. C'est-à-dire que en 6 ans, t'en as publié plus, il y en a plus de 500 sur ta chaîne. Ça fait une moyenne de plus de une par semaine sur 6 ans. Donc chapeau pour ce rythme. Comment tu fais pour toujours trouver des idées de sujets et pas te lasser? Alors, déjà sur les 500 et quelques, je pense qu'il y a pas mal de shorts. Spoiler. Ah, ça, j'ai pas regardé. J'ai pas Ouais, compté il y les a genre, 500 déjà exactement. t'enlèves 100, 150 shorts, un truc comme ça. Ok, Voilà. Et sinon, du ça fait reste, quand même beaucoup. bon, en vérité, je trouve que, ouais, ça va. Alors, moi, je trouve que c'est pas très difficile sur mon marché parce qu'en fait, quand tu réfléchis à ma thématique, elle est un peu infinie. Parce qu'en fait, faire des vidéos sur WordPress, bah, c'est loin d'être juste faire un tutoriel sur comment créer un site internet. Faire des tutos sur WordPress, il y a des milliers d'extensions. Il y a autant de tutos possibles qu'il y a d'extensions. Et en fait, moi, la créativité de savoir quoi faire la semaine d'après, c'est quand même assez simple en fait. Donc, je pense que c'est assez inégal d'une thématique à une autre, d'un sujet à un autre. Mais Ouais. moi, j'ai jamais eu de difficulté à avoir des idées de vidéos. Enfin, je veux dire, à chaque fois, il y a 50 000 extensions que j'ai pas traitées. Si je veux juste des idées de vidéos, je fais des idées de vidéos comme ça. C'est pas très compliqué. Enfin, moi, honnêtement, je pense, où je veux en venir, c'est que je pense qu'il y a des thématiques un peu plus tutorielles où c'est pas compliqué. Je pense que la thématique tutoriel est assez porteur en termes de créativité, c'est-à-dire que tu te foules moins, dans le sens euh, les idées. Qu'est-ce que tu Ok. fais, qu'est-ce que tu fais la semaine prochaine, qu'est-ce que tu fais la semaine d'après. Les tutoriels, c'est pas compliqué d'avoir des idées. Je trouve que c'est pas compliqué. Je suppose que j'ai pas eu les problématiques de d'autres créateurs dans d'autres sujets qui se posent vraiment la question de comment avoir des idées de vidéos. Je me la suis jamais posée, très sincèrement. Donc voilà. Et je pense que c'est vraiment lié au format tutoriel. Ok. Et comment tu t'organises pour les produire? Parce que elles sont quand même assez standardisées dans un sens, c'est-à-dire que le format est très similaire d'une à l'autre. Même les miniatures, je pense que tu as fait quelques photos de têtes de miniatures et il y en a certaines qui se répètent. Euh, Standardisées pas du tout dans un mauvais sens, elles font très pro et je pense qu'on voit ressortir l'école d'audiovisuel là-dedans, je trouve. Mais moi, je les trouve hyper quali, tes Le vidéos. moi qui sort de l'école audiovisuelle a un peu honte des vidéos que j'ai fait sur YouTube pendant longtemps, hein, la plupart. Je Ok. sais, je suis tombé par hasard sur des personnes, enfin, je sais qu'il y a des gens qui étaient dans mon école qui regardent mes vidéos ou qui ont regardé mes vidéos par hasard. Je les suis au fil des années, bouche à oreille. Ouais. Et je me dis, ils ont dû voir mes vidéos et se dire, ouais, ça se voit pas qu'il est passé à ciné créatif sur Et on est bah, un peu plus exigeant que ça. Vraiment, en audiovisuel, ok. on est casse-couille en vrai, hein, sur chaque plan compte et tout. C'est pas, je me Ah suis ouais. pas du tout lancé. Je pense que mon bagage audiovisuel a servi, mais pas autant que les gens l'imaginent. Mes vidéos Ok. étaient catastrophiques d'un point de vue image pendant longtemps. Là, on fait un peu plus d'efforts maintenant, depuis peut-être 2 ans, mais non, je trouve pas que mon bagage Et audiovisuel ait bah, servi tant que ça. de l'œil de quelqu'un qui n'a pas fait d'audiovisuel, je les trouve très jolis. Mais comment tu Marche. t'organises Merci. pour les produire? Est-ce que tu... Avec plaisir. Est-ce que tu fais du... J'ai fait des vidéos pendant un moment et j'essayais de me faire une semaine où j'en tournais 10 d'un coup et puis après j'étais chill pendant 2 mois. Euh, ou alors des fois il y a des périodes où j'étais plus, bah il m'en faut une cette semaine, je la fais là et puis j'en refais une après. C'est quoi ton process toi? Euh, Bon, la vérité, c'est que c'est plus chaotique que ça. J'aimerais être plus organisé, mais je le suis pas tant que ça. C'est-à-dire que ce que tu fais, je l'ai déjà fait. La vérité, c'est que c'est pas difficile encore une fois, pareil, sur mathématiques et mon format, etc. C'est pas difficile de s'organiser et de batcher, faire les choses en lot. C'est-à-dire, tu Mhm. prends une session et tu fais 3, 4, 5, 6, même 8 vidéos d'affilée. Ça dépend en fait de l'effort que je mets dans les vidéos parce que moi, bah, les formats, en fait, je peux mettre beaucoup d'efforts dans une vidéo ou très peu d'efforts dans une vidéo. Très peu d'efforts, je prends un petit plugin, je le connais par cœur, je fais une petite vidéo vite fait, j'ai quasiment pas besoin de préparation. J'ai juste à montrer aux gens et voilà. Ou alors beaucoup d'efforts, c'est faire un long format de 1 heure, 2 heures, 3 heures et tout ce qu'il y a au milieu, entre les deux. Moi, je peux tout faire. Je peux mettre beaucoup d'efforts ou pas beaucoup d'efforts dans une vidéo. Souvent, je t'avoue que c'est souvent corrélé au résultat, hein. Pas beaucoup d'efforts égale Ok. souvent pas beaucoup de résultats. Ce qui me concerne. Pas toujours. Des fois, il y a des bugs, il y a des glitches. Mais généralement, c'est corrélé quand même au résultat.
Et du coup, j'ai tout fait. C'est-à-dire que j'ai fait le fait de batcher, de faire plein de vidéos d'un coup. Je l'ai fait. Ça marche bien en ce qui me concerne. Mais la vérité, c'est que la plupart du temps, il se passe beaucoup de choses. Je suis occupé, trop occupé. J'ai l'impression que souvent, je perds les habitudes. Le fait de vouloir vraiment m'organiser et de dire ah, je vais prendre un jour, je vais faire 4 5 vidéos d'un coup. Je le perds. Oui. Je le garde pas dans le temps. Là, tu vois, la semaine dernière, j'ai juste fait une vidéo le jour pour le lendemain. Cette semaine, je sais que je suis bien occupé aujourd'hui, demain, après-demain. Je vais probablement faire une vidéo jeudi après-midi pour la sortir peut-être jeudi soir. Je Ok. fais un peu n'importe quoi. Honnêtement, j'ai l'impression que YouTube n'est pas assez important pour moi maintenant pour mettre de la bande passante dessus et dire alors voilà je m'organise vraiment et tout. Et ce qui est paradoxal, c'est con ce que je dis parce qu'en fait je pourrais très bien te dire bah non mais justement tu prends une journée dans le mois, tu t'organises, tu fais toutes tes vidéos et t'es tranquille après. Mhm. Le problème c'est que quand tu fais ça aussi après quand tu reprends des vidéos, j'ai l'impression que c'est un peu plus dur. Le vrai travail Oui. d'artisan c'est quand tu fais des vidéos régulièrement et tu gardes ton lien avec ta matière première ou ce que tu fais régulièrement, tu vois, le fait de faire des vidéos. Donc quand tu essaies d'être vraiment productif, de batcher, d'études machine, le problème d'être une machine, c'est que derrière, ensuite, tu reprends les vidéos un mois plus tard et t'as un peu moins de flow, t'as un peu moins d'aisance en vidéo et tout. Alors, c'est pas dramatique, ça fait pas une grosse différence, mais c'est quand même là, tu vois. C'est quand même un peu plus dur de Ok. reprendre les vidéos. Donc, quoi que tu fasses, j'ai l'impression que de toute façon, il y a des avantages et des inconvénients et tu vas les sentir dans tous les cas. Il y a des avantages Mhm. à regrouper les tâches, mais il y a aussi des inconvénients dont on parle peut-être pas toujours et donc dont je viens de parler là. Je trouve que t'es un peu moins dans l'artisanat. Et non pas que je sois vraiment un artisan au fond, hein, mais voilà, en tout cas c'est quelque chose que j'ai ressenti beaucoup et en fait le fait de faire une vidéo régulièrement, ça permet aussi de rebondir sur une idée, une actualité ou des trucs comme ça. Donc il y a des avantages et des inconvénients dans tous les cas. Ok. Je te Mais rejoins pas sinon, mal. fait de faire mes vidéos, rien de spécial, hein. J'ai tout mon setup, ça s'allume très rapidement. J'ai une caméra que j'ai achetée très tardivement. Je n'avais pas de caméra au début. Moi, honnêtement, pour réussir sur YouTube au début, j'avais vraiment juste la caméra de mon ordi, un petit Oui. micro avec une moumoute. Tu sais, c'est les moumoutes, les trucs anti-vent. Donc, je sais plus, je crois qu'on Oui. dit bonnette aussi quand il y a les poils. Je suis pas sûr avec les poils, mais normalement c'est une bonnette anti-vent. Et je gardais la bonnette anti-vent avec les poils devant moi. Donc c'était juste là. Oui. Donc oui, évidemment qu'on peut faire des blagues. Et il y en a qui les ont fait pendant des années. J'avais juste ça, la caméra moche. Et en fait, il y avait tellement pas de vidéos, de tutoriels sur WordPress que juste mes vidéos, les gens en avaient besoin. On en avait besoin, tu vois, c'est juste, les tutoriels ils sont là, il y a des gens qui en ont besoin, mais ils les regardent, la qualité elle est Oui. suffisante, et du coup ça s'est fait comme ça. C'est littéralement ce qu'on peut appeler un product market fit, tu vois, c'est les gens ont besoin des vidéos, donc il y avait pas besoin de faire un truc ultra chiadé, ça servait vraiment à rien. Et la vérité c'est que même aujourd'hui, si j'étais vraiment un fainéant, mais un fainéant productif, tu vois, enfin quelqu'un qui essaie de s'organiser, loi de Pareto, voilà, ça fait le minimum. Dans ce cas, en vrai, honnêtement, aujourd'hui encore, je pourrais juste pas faire ma caméra, avoir un son Oui. basique, garder la caméra de mon ordi. Je suis sûr que j'aurais les mêmes 69 70 000 abonnés. Je suis sûr que ça n'a quasiment rien changé. Si je suis tout à fait honnête, je pense que faire de belles vidéos n'a quasiment rien changé. J'ai l'impression que les gens, Ok. juste, ils apprécient les vidéos. C'est suffisamment bien expliqué, les tutoriels sont suffisamment bien faits, les gens en ont besoin. Ils les regardent, YouTube les référence. Bon. Mm. Moi, sur ma première chaîne YouTube, mes vidéos qui ont le mieux marché, c'est pas du tout Ouais. celles qui avaient la meilleure qualité audio et image. Il y en avait une, j'étais avec les écouteurs iPhone, tu vois, avec le petit micro dans le fil là. Et quand je parle, le truc il frotte sur mon t-shirt et du coup ça fait un gros tout le long du son. Il y a plein de commentaires dégueux sur ça, mais c'est la vidéo qui performe le mieux. Donc je te rejoins C'était pas quoi? mal là-dessus. Pardon? C'était quoi, comme vidéo, du coup? C'était des vidéos qui parlaient de haut potentiel intellectuel et d'hypersensibilité. Donc rien à voir avec l'entrepreneuriat web, mais, euh, mais c'est sur ces thématiques-là, quoi. Ouais, ouais, mais je pense que c'est hyper intéressant. En fait, c'est des notions. Des fois, faut aller prendre les concepts ailleurs et puis les utiliser à notre compte. Parce que je sais que le PMF, le Product Market Fit, c'est pas non plus la notion la plus courante dans nos métiers. Mais encore que les gens sont habitués à consommer un petit peu de contenu startup ou des trucs comme ça. Oui, Mais c'est une notion qui est intéressante. C'est vraiment de se dire, en fait, avant de se focaliser sur la forme, tu vas te focaliser sur vraiment de quoi les gens ont besoin vraiment. Il faut que tu combles un vide. Moi, mes tutos WordPress, ils ont comblé un vide à l'époque, en tout cas. C'est différent aujourd'hui.
Euh, et des fois, c'est vraiment évident où tu fais un concept, même les concepts de divertissement, tu dis, mais la forme, elle est vraiment importante sur les concepts de divertissement. Euh, oui et non, enfin, tu peux quand même faire le même product market fit et combler un vide en mode, je prends une petite caméra à l'arrache, juste mon téléphone, un micro qui est Ouais, suffisamment bon. Tu fais un concept de vlog, ça se trouve, ton budget de prod, c'est 0 €. Et par la qualité de ton montage et le fait que t'aies le rythme, que t'aies eu la bonne idée, où les gens sont vraiment, restent accrochés à ta vidéo, disent, waouh, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il a fait, ou il est ouf celui-là. Eh ben, même sur un concept de divertissement, finalement, t'as une notion de PMF et t'es pas obligé de vraiment te casser le film à faire ouais, des trucs ultra chiadés et tout. C'est bien de le faire. C'est bien pour le branding, pour la postérité, je sais pas moi, si tu as besoin de sponsors demain, les sponsors, ils aiment bien quand même attacher leur image à du contenu qui est bien foutu. Je dis pas que ça sert à rien. Je dis juste que le point de départ, c'est peut-être pas ça. C'est peut-être pas faire des belles vidéos. Et peut-être pas d'être super organisé et de batcher. C'est peut-être rien du tout. À part juste, ouais. tu fais des vidéos et tu réfléchis à ce que les gens veulent. Et c'est tout. Ok, ouais. En parlant de sponsor, t'as été sponsorisé au Stinger, toi, pendant un moment, non? C'était pas de sponsor, c'était juste de l'affiliation. Ok, Ils m'ont approché complètement par hasard. Ils m'ont dit salut, faudrait qu'on bosse ensemble. Et en fait, c'était un moment où j'étais déçu par l'hébergeur avec lequel j'avais l'habitude de bosser. Et je me suis dit ouais. bah vas-y, je vais tester. Et j'ai testé et c'était très très bien. Et à partir de là, c'est vrai qu'on a eu une relation assez j'allais dire intime, c'est bizarre comme expression. Mais c'est-à-dire que, enfin, j'étais souvent en contact avec eux, le directeur France Ok, pendant longtemps, pendant des années, on se parlait beaucoup, il est très sympathique. Il a changé de taf maintenant, mais j'ai eu une relation très cool avec eux. Je me suis déplacé dans leurs locaux en Lituanie. J'ai tourné une pub à un moment pour eux, etc. Donc en vrai, c'est une super expérience. hmm, Mais j'ai jamais été sponsorisé par eux. Parce qu'en fait, ok, moi, je faisais de l'affiliation, j'avais choisi de bosser avec eux, je suis rentré dans leur programme d'affiliation, j'ai utilisé mes liens d'affiliation, et c'est tout. En fait, j'ai jamais été vraiment sponsorisé. Et c'est vrai que c'était un gros, enfin, c'était un gros revenu d'affiliation pour moi à l'époque où je bossais avec eux, effectivement, donc ok. c'était très très cool. Et ils m'ont jamais sponsorisé parce que j'utilisais déjà Hostinger dans mes vidéos par défaut, donc ils avaient aucune raison de dépenser Oui, c'est vrai. 1 € chez moi. Un centime avec toi. Je faisais le taf, quoi. Ok. Voilà. Et sur tes vidéos, j'ai vu aussi que tes vidéos, bah, je pense que c'est celles qui t'ont demandé le plus d'efforts, mais tes vidéos qui performent le mieux, c'est celles des sortes de formations WordPress complètes qui durent plusieurs heures. Est-ce que c'est de Ouais. celles-là que tu parlais quand tu disais les vidéos qui te demandent le plus de travail? Oui. Mais Ok, c'est aussi là où je parlais de PMF un peu plus tôt, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, le ok, marché français, il demandait ça. Il voulait ça. d'accord. Il voulait des longues vidéos WordPress de 2 heures, 3 heures gratuites pour apprendre aux gens à créer un site. On était en Ok, 2019, hein. Aujourd'hui, il le veut un peu hmm, moins. Mais à l'époque, il voulait ça. C'est d'accord. littéralement la définition d'un product market fit. Je me rappelle dans quelles conditions j'ai tourné. J'étais pas chez moi, c'était à l'arrache avec un ordi. Je me rappelle très bien des conditions dans lesquelles j'ai tourné cette première vidéo de 3 heures gratuite. Cette vidéo, j'ai cru qu'elle allait finir par faire les 1 million de vues. Bon, elle l'a jamais faite. Le marché a commencé à être saturé de vidéos de ce genre, donc malheureusement, ça n'a pas marché. Mince. Mais c'est ma plus grosse vidéo à ce jour. Je pense qu'elle doit être proche des 700 000 vues, un truc comme ça. Ouais, par là. Et le marché voulait cette vidéo en fait. Enfin, juste, elle a marché malgré moi, malgré les conditions de tournage, malgré la qualité, malgré tout ça. Mais ça a marché tout seul en fait. Et ça a été la Ok, locomotive qui a tracté toute la chaîne en fait au début quand je me suis lancé. C'est cette vidéo vraiment. c'est celle. Une vidéo de Oh bah 3 heures. génial. Et comment cette vidéo se différencie avec les formations payantes que tu vends? Est-ce qu'il y a pas une cannibalisation un peu ou quelque chose comme ça? Ou comment ça se passe? Non, en fait, ça c'est intéressant, c'est que du coup les gens voient mes vidéos longues et se disent, bah du coup s'il y a autant de contenu et de cette qualité sur YouTube, je me mets à la place des Hmm, gens, c'est eux qui disent ça, c'est pas moi qui ouais, dis ça ouais. de moi-même. S'il y a toute cette quantité et cette qualité de contenu, ah bah dans ce cas, ça doit être encore mieux en formation. C'est ça le Ok. truc psychologique qui se passe en général quand les gens, si vous donnez beaucoup sur YouTube et que vous avez encore beaucoup plus à donner en formation, ça marchera. Parce que de toute façon, on reste dans un marché où Internet est de plus en plus mature, YouTube est de plus en plus mature, la création de contenu c'est de plus en plus mature, année après année. Il y a un moment, dans cette guerre de l'attention, il va falloir que vous arriviez à capter l'attention, d'une façon ou d'une autre. Et Hmm, aujourd'hui, capter l'attention, bah, c'est la surenchère. C'est quand vous avez Transformers 3, 4, 5, bah, faut faire Transformers 10, 11, 12, où il y a toujours plus d'explosions, toujours plus de robots dans l'espace avec des dinosaures, etc.
C'est Transformers 12 avec avec des vaisseaux spatiaux et des lasers et des dinosaures. Vous avez besoin de faire ça en fait sur YouTube. Sinon, ça ne marchera pas. Vous attirerez pas l'attention. Et au contraire, si vous acceptez d'être dans la surenchère et de se faire ce qu'il faut pour attirer l'attention, ça va marcher. Même avec une vidéo nulle. Je parlais de la qualité plutôt. Donc, Ok. soyez le Transformers 12 de votre marché et faites des trucs qui attirent l'attention. Et si jamais c'est saturé de créateurs qui font la même chose que vous, bon bah moi je suis arrivé, il y avait X vidéos WordPress tout, je suis arrivé, j'ai balancé une vidéo WordPress, création de site, 3 heures entièrement gratuite, et c'est comme ça que ça a marché pour moi. Donc moi je pense qu'il faut faire ça sur quasiment toutes les thématiques. Maintenant sur la différence Ok. avec les formations, bah, c'est pas compliqué. Si tu me poses la question de manière très pratico-pratique, dans mes formations, il y a juste plus de contenu. Et tout. Ok. Elle faut pas 3 heures une formation. Donc quand j'ai une formation gratuite de 3 heures sur YouTube, la formation payante, elle fait 15 heures, quoi, tout simplement. Ok. Et dans ma thématique, le fait de donner des cours en création de site et tout, faire 15 heures, c'est justifié. Alors donner des cours de pêche, je ne sais pas si c'est justifié. Mais quand tu apprends une compétence professionnelle, moi, soit Photoshop, After Effects ou WordPress, en vrai, j'ai fait 15 heures là où on aurait pu en faire 30. Tu peux mettre autant d'heures que tu veux. Tu peux mettre autant d'heures. Et Wow. donc, même si tu te dis oui, mais c'est pas la quantité qui compte, moi, la quantité compte quand même un peu. Parce que je peux pas me permettre de faire une formation payante de 5 heures, 6 heures s'il y a des formations gratuites de 3h30, 4 heures. C'est pas Hmm. possible. Les gens vont avoir l'impression qu'ils en ont pas pour leur argent. Donc moi, la qualité compte, oui, mais la quantité compte aussi. Voilà. Ok. Et à ce jour, les formations, elles sont toujours accessibles. Euh, Oui, bien sûr. tu... Ouais, totalement. J'ai pas arrêté, je suis Ouais. toujours infopreneur, même si c'est un terme abominable. Mais Mais je suis toujours tu ne prévois infopreneur. pas d'arrêter en te concentrant sur Copilust ou quelque chose. Si, mais c'est pas arrêter aujourd'hui ce que je fais, parce qu'en fait mes formations, en fait ça dépend lesquelles. Mais il y a des formations. Moi, il y a une forte notion d'obsolescence dans mon travail. Je ne peux Mhm. pas garder une formation que j'ai tournée il y a 3 ans comme ça, juste contenu de la vente 3 ans plus tard. Ça ne marche pas. C'est un métier qui est difficile pour moi. Difficile dans le sens qu'il y a cette pénibilité-là. Alors difficile, bon, voilà, on va me tomber dessus si je dis c'est un métier difficile. Voilà, on se comprend quand je dis métier difficile, mais juste, je fais pas un catalogue de formation evergreen que j'ai tourné il y a 5 ans, comme ça pourrait être le cas par exemple, j'ai en tête des créateurs dans la réhabilitation sportive ou des trucs comme ça. Eux, les mecs, ils Oui. ont fait une formation il y a 5 ans, et là, leur formation, leur catalogue de formation, ça ne fait que build up. Ça ne fait que c'est à chaque Oui. fois qu'ils ajoutent une formation, c'est une formation en plus. Mais eux, c'est incroyable. Ils ont des effets cumulés dans le temps qui sont dinguissimes. Moi, j'ai des effets cumulés sur un certain temps donné glissant. Sur 1 an, 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans glissant, mais ça dépend des cours. Mais j'ai besoin de les refaire. Des fois, j'ai besoin de les refaire vite. D'accord. Des fois, c'est un peu plus long et j'ai une période de grâce. Euh, Formation, par exemple, pour enseigner aux gens comment devenir freelance en création de site. En vrai, cette formation, elle a une durée de vie plus importante qu'une formation en création de site. Mais du coup, j'ai une petite période de grâce. Mais du coup, moi, mes formations, j'ai besoin de les faire régulièrement. Et donc, Mhm. du coup, là, moi, aujourd'hui, je continue de vendre des formations, bien sûr. D'autant plus qu'il y en a certaines que j'ai tournées très récemment, pas plus tard que cette année. Donc, du coup, j'ai des formations qui sont toujours vendables, bien sûr, même encore l'année prochaine, il y aura encore des formations. Par contre, ce que je fais aujourd'hui, c'est que j'arrête de créer de nouvelles formations à l'heure actuelle. Ça veut pas dire que D'accord. j'en ferai plus jamais, parce que le Alexis, tous les 6 mois, c'est un nouveau Alexis. Il se passe des trucs en permanence en coulisses. On prend à chaque fois de nouvelles décisions. On fait des virages à 90 ou à 180 en permanence sur plein de trucs. Je ne sais pas ce qui se passe dans 6 mois. J'en ai aucune idée. Mais là, tout de suite, et dans les prochains mois, je ne travaille plus sur des formations, effectivement. Et donc, il reste des formations qui sont disponibles à mon catalogue et je peux continuer de les vendre, bien sûr. Pas toutes. Il y en a qu'on doit retirer, il y en a qu'on peut plus vendre. Mais il y en a qu'on peut toujours vendre et que je vais continuer de vendre jusqu'à l'année prochaine. Ok. Eh ben, très clair. J'aimerais qu'on passe maintenant sur Copilust et l'hébergement web. Euh, alors, parle-moi comme si j'étais le plus gros des débutants, mais c'est quoi la différence entre un hébergeur web normal, enfin, sans rien après, et un hébergeur web WordPress? Ouais. Quand t'as dit, je parle moi comme si j'étais le plus gros des débutants, le D m'a fait penser que t'allais dire débile, mais du coup après, tu es trop gentil et poli Non, pour non, dire non. ça. C'est pas le ton du podcast Oui, a oui, oui. priori, donc voilà, merci. Il y a la caméra, on est poli. Voilà, exactement. Et puis même en off, je te vois pas parler comme ça spécialement. Oh, tu me connais Donc pas encore un assez. hébergeur.
Le principe d'un hébergeur, c'est d'héberger un site internet qui soit fait sur WordPress, qui soit codé à la main, qui soit fait sur un autre outil un peu prêt à l'emploi, ce qu'on appelle un CMS. Il y en a plein d'autres sur le marché, mais dans tous les cas, ça vous permet d'héberger un site internet qui soit accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sur ce qu'on appelle un serveur. Un serveur étant simplement un ordinateur, hein, on va dire vulgairement un ordinateur qui n'a pas d'écran. En soi, si vous vouliez utiliser votre ordinateur pour que votre site internet soit accessible tout le temps, en théorie, vous pourriez. Dans la pratique, personne fait ça. Euh, c'est très compliqué. Et enfin, c'est pas accessible en tout cas à n'importe qui. Et donc, vous passez par ce qu'on appelle un hébergeur. Et du coup, ensuite sur le marché, eh bien, il y a des hébergeurs qui se disent spécialisés WordPress. Ça peut être spécialisé WordPress pour plein de raisons. Ça peut être un positionnement très marketing, très stratégique. Ça peut être simplement toutes sortes d'optimisations et de configurations et de choses qu'on a fait nous que vous ne voyez pas, qui fait qu'ensuite nous on se présente au monde. Et c'est donc encore une fois du marketing, finalement ni plus ni moins, comme étant spécialisé WordPress. En l'occurrence, c'est notre cas. Moi, ça fait des années que je fais des vidéos sur WordPress. Mon audience, mes clients, c'est pour héberger des sites WordPress. Donc, par force de frappe marketing et par clarté de positionnement, je dis aux gens, je suis un hébergeur spécialisé WordPress. La conséquence de ça chez moi, c'est que les choses sont quand même vachement cloisonnées, vachement quadrillées pour WordPress. Donc demain, toi, tu peux pas venir et héberger autre chose que WordPress chez moi. C'est que du WordPress. Ok. Et nous, derrière, on met tout notre cerveau au service de WordPress. Quand la moindre nouvelle fonctionnalité qu'on sort, c'est pour WordPress. La moindre optimisation qu'on fait, c'est pour WordPress. Tu peux pas créer un site normal chez nous, ça va coincer parce que t'as pas accès à ce qu'il faut si c'est pas pour un WordPress. Bref, WordPress, WordPress, WordPress. Donc nous, le positionnement, il est réel. Après, ça dépend des hébergeurs. Des fois, c'est vraiment juste du marketing et tu peux venir et mettre autre chose dessus. Des fois, c'est vraiment ultra balisé comme nous et tu pourras rien faire d'autre que du WordPress chez nous. Ok. Et j'ai le préjugé, je connais pas du tout ce milieu, mais j'ai le préjugé que c'est un secteur assez concurrentiel et qu'il y a déjà pas mal de gros acteurs. Comment toi t'arrives en tant que nouveau pour faire ta place? Déjà, je pense qu'il y a plusieurs façons de se différencier. Il y a un positionnement marketing différent, il y a le fait de résoudre un problème, et donc d'apporter une solution qui n'existait pas avant. C'est ce que tout le monde se dit. On se dit, si je lance un produit, c'est pour résoudre un problème différemment des autres. Mais il y a aussi une différenciation par la distribution. Et moi, mon postulat de base, c'est que j'avais un arbitrage par la distribution. C'est-à-dire que j'ai une visibilité, ce que je dis souvent en interne, je dis j'ai pignon sur rue. C'est-à-dire qu'au final, moi, je C'est voyais tous vrai. les clients que j'apportais au Stinger, et au bout d'un moment, je me suis dit, bah, pourquoi je les apporterais pas pour moi, ces clients? D'autant plus que moi, j'ai fait ma petite maquette d'un super hébergeur, et moi, ma maquette, je préfère ma maquette à Hostinger. Donc je me dis, bah, en plus, tant qu'à faire, je vais rediriger les gens vers le meilleur hébergeur possible, ce sera mon hébergeur, voilà. Et donc c'est ce que j'ai fait en fait. Moi, j'ai lancé mon projet en me disant simplement, je vais me démarquer par la distribution. Beaucoup d'hébergeurs, ils gagnent des clients grâce à la visibilité d'un blog d'autorité, grâce à un YouTuber. Les YouTubers aux États-Unis, enfin en anglais, on va dire de manière générale, pareil, ça apporte énormément c'est un trafic très très important pour les hébergeurs. Moi, à mon échelle, parce que sur le marché français c'est plus petit, mais je suis quasiment pas loin d'être la plus grosse chaîne YouTube pour WordPress. Et donc pareil, si je lance un hébergeur, bah, j'ai beaucoup de visibilité. Donc en fait, à partir de là, déjà, même si je me différencie pas, on s'en fout. Tu vois, c'est vraiment la première réaction que j'ai eue. Je me suis dit, mais c'est pas grave en fait. De toute façon, je peux lancer un truc. Ensuite, moi, de toute façon, dès le départ, j'ai eu un positionnement qui était différent, puisque je t'ai dit, j'ai fait ma petite maquette et on a voulu faire les choses différemment. On a voulu apporter de la simplicité, de la clarté. Et moi, ça m'arrivait par exemple de me balader sur des conférences. Alors, il y a des petites conférences très très spécifiques à WordPress, on appelle ça des WordCamp. C'est des gens qui se réunissent vraiment autour de WordPress, des passionnés de WordPress, ça existe. Et on se Ok. retrouve, et il y a plein de petits stands, il y a plein de trucs, etc. Moi, je suis allé une fois, deux fois, trois fois à ces petites conférences. Et à chaque fois, je parlais sur des stands avec des mecs qui étaient là pour faire la promotion d'un hébergement. Et à chaque fois, les gens, ils disaient quoi? Pour un hébergement, ils disaient, oui, notre hébergement, il est différent. Pourquoi? Parce qu'il est plus sécurisé, plus performant. Et voilà, c'est performance, sécurité. J'allais sur le stand d'après. Oui, oui, performance, sécurité. Et puis, bah, nous, on est spécialisé WordPress, parce qu'on est sur des conférences WordPress, enfin, des trucs WordPress. Donc voilà. Le truc d'après, oui, nous, c'est quoi? Qu'est-ce qui est différent? Bah, performance, sécurité. Et moi, j'étais là, je me suis dit, mais
enfin, je veux dire, un hébergeur, on peut faire tellement de choses. Normalement, je peux reprendre mon expression encore une fois, un pignon sur rue sur les sites WordPress. C'est-à-dire que moi, si je suis l'hébergeur de vos sites, mais je peux vous apporter 15 000 fonctionnalités qui peuvent être super intéressantes. Et moi, c'est facile de vous les amener comme ça, de vous les servir sur un plateau parce que je suis votre hébergeur. Et donc, du coup, je peux directement, via plein de façons, vous proposer des fonctionnalités pour améliorer votre productivité, pour créer des templates de sites, pour les réutiliser facilement, pour faire ceci, pour faire cela, pour remplacer telle ou telle extension, où on installe tous des extensions pour faire X, Y, Z sur le site, mais à chaque fois, je me dis, mais Mm. l'hébergeur, il pourrait faire ça, en fait. Pourquoi il le fait pas? Et donc, c'est toutes sortes de petites réflexions comme ça où je me suis dit, en fait, ce serait quand même vraiment bien d'innover à fond sur la partie vraiment fonctionnalité. Et oui, sécurité, oui, performance, mais faire une interface qui est hyper simple, hyper agréable, beaucoup plus moderne, un peu plus SaaS moderne, un peu plus Apple, un peu plus tout ça, tu vois, que d'installer un vieux cPanel. Et deux, eh bien arrêter de juste dire oui, mais nous c'est fonctionnalité, enfin sécurité et performance, et juste d'amener d'autres trucs quoi. Juste parler de fonctionnalité. Ouais. Chez nous, vous pouvez faire ça, vous pouvez faire ça, vous pouvez faire ça. Moi, c'est ça mon moteur, c'était d'amener vraiment plus de fonctionnalités qu'on trouve jamais nulle part ailleurs. Et très rapidement, quand j'ai ouvert l'hébergeur avec les premiers clients, etc., au bout de quelques mois, on avait déjà beaucoup de fonctionnalités et même beaucoup plus que beaucoup d'hébergeurs, parce que les hébergeurs, il y en a plein qui sont pas focus sur WordPress. C'est souvent des très grosses boîtes. Ce sont des grosses boîtes généralistes qui font de l'hébergement pour plein de trucs et pas que du WordPress. Et du Ouais. coup, nous, en fait, forcément, quand on est une startup vraiment focus sur WordPress, ça va plus vite. Et on est plus focus. Et donc, on sort plus de fonctionnalités que pour WordPress, etc. Donc, et là, c'est même encore aujourd'hui, c'est hyper excitant parce que quand tu es une startup, ça va hyper vite. Moi, quand je décide d'avoir une fonctionnalité, si je veux, demain, elle est là. Ça marche pas comme ça dans une grosse boîte. Non. C'est génial. Mais ça, c'est parce qu'on n'a pas l'inertie d'une grosse boîte avec 15 personnes qui doivent décider et qu'on n'a pas des millions de sites où le moindre petit truc, on a peur, etc. Nous, ça va vite. Il y a quasiment personne, tu vois, par rapport à une très grosse boîte, on prend une décision, demain, la fonctionnalité, elle est implémentée. C'est un pur bonheur de bosser sur un Oh, projet comme c'est ça génial. aujourd'hui et d'avoir la vélocité d'une startup même pour un hébergeur. Et non, à chaque fois qu'on envoie une nouvelle fonctionnalité, ça casse pas tous les sites, évidemment. C'est, C'est bien de le préciser. excuse-moi. Voilà. Et Donc voilà, j'ai vu, bah, différenciation ouais, finalement, la vérité c'est que c'était vraiment la distribution. Euh, ouais, je peux présenter un hébergeur au monde et de par ma visibilité, mes vues sur YouTube, etc., c'était facile de décider de lancer un truc. Et rien que ça suffit à se décider et à faire quelque chose. T'es pas obligé de te prendre davantage la tête. Le principe même de faire l'arbitrage par la distribution, c'est regarde les aires de repos, les aires d'autoroute. Les produits Mhm. sur les aires de repos ou d'autoroute en général, tu veux ça? Non, en général, tu veux plus que Non, ça. Tu veux que ce soit meilleur, tu veux que ce soit... Mais c'est tu pas veux grave, pas tu ton prends ton vieux sandwich sandwich McDo quand même, triangle, t'as là. pas le choix. Tu le prends ton Ouais, sandwich triangle, t'as pas le choix. C'est ça et pas autre chose. Mais c'est un principe d'arbitrage par la distribution, donc voilà. Les gens, ils passent par mes vidéos et naturellement, ils se disent, bon bah, je suis le tutoriel, donc je prends l'hébergeur qui est dans la vidéo et tout simplement. ok. Voilà. Et ensuite, dans un deuxième temps, je me suis dit, de toute façon, on va faire quelque chose de plus simple, plus de fonctionnalités, tout ce que je t'ai Ouais, expliqué avant. ouais, ouais. Mais tu parles beaucoup de tes fonctionnalités. C'est vrai que j'invite tout le monde à aller voir ton site, mais il y en a plein et il y en a qui ont l'air vraiment trop cool. J'ai beaucoup aimé Radar IA et Time Machine principalement, mais il y en a plein d'autres. Comment tu construis ça? Et de manière plus générale, comment on construit un hébergeur web? Parce que, enfin, c'est quoi? Tu vois, tu parlais de coder, tu disais que tu avais codé ça pendant un an. Est-ce que c'est des entrepôts? Enfin, c'est quoi? Alors, le problème, c'est qu'il y a trop de sujets dans le sujet. Donc, il va falloir que tu me cadres et que je comprenne exactement de quoi tu veux Ok, parler. on reprend du début. Excuse-moi Comment pour tu construis un un peu. hébergeur web? Bah ouais, ouais. Mais du coup, enfin, on peut passer 1 heure juste là-dessus. Tu construis pas, déjà. Tu sais pas toi qui Ok, fait. Parce que sinon, tu fonces droit dans un... C'est un projet qui est trop compliqué. Et je pense que et déjà, il y a d'autres termes que SaaS pour décrire un hébergeur. Il y a toutes sortes de termes SaaS, PaaS, etc. Mais c'est un peu plus compliqué qu'un logiciel classique, qu'un software classique. Donc, je pense que peu de gens vont se retrouver spécifiquement dans le fait de faire un hébergeur. C'est assez compliqué. ouais, Euh, mais si on dézoome et qu'on devait dire de manière générale, une chose est sûre, c'est que tu lances pas un hébergeur quand tu te sens prêt à lancer un hébergeur. Ça, c'est s'il y a un truc que que j'ai retenu de ce que j'ai traversé, c'est que de toute façon, j'étais pas prêt et je pouvais pas être prêt. C'est pas possible. Et je vais te dire un ok, secret, je suis toujours pas prêt aujourd'hui.
C'est-à-dire que Ouais, c'est trop compliqué. Il y a trop de choses à maîtriser et de toute façon, c'est un travail collectif. C'est un travail avec plein de forces en présence. T'as une partie qui est vraiment dédiée qui est plus ingénieur, on appelle ça un DevOps. Donc on a un DevOps. Je suis loin de comprendre tout ce qu'il fait. J'ai une compréhension superficielle de plein de choses qui se passent dans la boîte. Et je pense que c'est la posture et l'attitude qu'il faut accepter dès le départ dans un projet. Quand toi t'es pas codeur, parce que c'est mon cas, je suis pas codeur et c'est pas moi qui ai codé le projet, c'est d'avoir une posture de superficielle sur plein de choses. En fait, tu es obligé d'être en d'accord. train de surveiller tout ce qui se passe tout le temps. C'est toi la force naturelle qui fait avancer le truc en permanence. Parce qu'en fait, c'est toi qui as principalement des intérêts là-dedans et tout. Enfin, c'est ton projet, quoi. Hmm. Donc, c'est toi qui fais avancer les choses. Tu prends une décision finale, tu tranches, tu fais en sorte que les choses avancent. Mais de toute façon, tu comprends pas tout ce qui se passe. Et au début, quand j'ai lancé le projet, moi, tout ce que j'ai fait, c'est je ne comprenais même pas très bien le fonctionnement d'un hébergeur. Et j'ai fait une maquette. J'ai Ok. littéralement fait une maquette et j'invite tout le monde à faire ça aujourd'hui parce que de toute façon, à l'époque, j'ai fait ça sur un site WordPress. Aujourd'hui, tu fais ça avec du vibe coding sans difficulté. C'est beaucoup plus facile de faire une maquette en un prompt aujourd'hui avec Lovable, Blink ou plein d'autres outils comme ça Hmm. et de donner ça à un dev et de dire ensuite fais-moi ce projet. Qui est peut-être une meilleure solution à faire que de vraiment vibe coder ton projet de A à Z. Enfin voilà, c'est un autre sujet. Ouais. Et donc à l'époque, j'ai juste fait une maquette, j'ai présenté ça à des gens, euh, plein de personnes, ce que j'expliquais tout à l'heure. Au bout d'un moment, je suis tombé sur la bonne personne. Donc ça s'est fait via LinkedIn essentiellement, un petit post LinkedIn. J'essaie de rentrer en contact avec des gens. Je fais un rendez-vous, deux rendez-vous, trois rendez-vous. Le troisième rendez-vous, c'est la bonne personne. C'est devenu mon CTO par la suite. Et donc un CTO, c'est un Chief Technical Officer et c'est la personne qui est responsable de la partie technique, globalement, la partie technique, code, dev du projet. Et globalement, c'est ça dont vous avez besoin. C'est que de toute façon, vous avez besoin de vous entourer. Je vous disais que c'est un travail collectif. Vous n'êtes pas ingénieur, vous n'êtes pas CTO, vous n'êtes pas ci, vous n'êtes pas ça. Donc là, c'est un Hmm. projet qui était trop compliqué et il a fallu que je m'entoure des bonnes personnes. Donc c'est comme ça que ça s'est passé. Je me suis entouré de 2, 3, 4, 5 personnes. Ça dépend des sujets dont on parle. On est plusieurs aujourd'hui dans la boîte et ça s'est monté comme ça. Il faut accepter que tu maîtrises pas tout. Il faut accepter qu'il y ait des conversations où on te dit quelque chose et tu dis oui, d'accord, très bien. Et t'as rien compris et tu regardes après sur ChatGPT ce qu'il a voulu dire. Il faut accepter ces Ouais. moments-là. Si tu les acceptes pas, tu vas pas te lancer, tout simplement. C'est trop compliqué et t'as pas soudainement, comme par miracle, une expérience ou suffisamment d'expérience pour lancer un hébergeur. C'est pas, la vie ne te prépare pas à oui. Alors pour lancer un hébergeur, je vais aller me salarier chez un hébergeur pendant plusieurs années. Après, parce que de toute façon, moi, pour lancer un hébergeur, il fallait en plus savoir la distribution, les fonds, etc. Donc il fallait l'expérience que j'ai eue moi, c'est-à-dire faire des vidéos sur YouTube et tout ça. Donc tu vas faire quoi? Tu vas pendant plusieurs années, tu vas faire l'expérience de faire des vidéos sur YouTube, d'avoir une grosse audience et de pouvoir lancer ton SaaS facilement. Ensuite, tu prends plusieurs années pour être salarié chez un hébergeur. Il n'y a pas de bon chemin. Ça n'existe pas. Hmm. Tu es juste obligé d'avancer un petit peu à l'aveugle et d'essayer de comprendre les choses au fur et à mesure. Et du coup, moi, enfin, je progresse à une vitesse, c'est impressionnant. Vraiment, je sais tous les mois à chaque fois, tous les 2 mois, tous les 3 mois, je me dis mais putain, il y a 2, 3 mois, je comprenais rien à rien, quoi. Et je me fais ça tous les 2 ou 3 mois. Donc, j'ai la majorité de ce que je sais d'un hébergement WordPress aujourd'hui et la majorité des compétences techniques que j'ai, je les ai appris sur le tas, je les ai appris au fur et à mesure et je les ai appris en acceptant de me lancer dans un projet qui me dépassait complètement. Et c'est ça. Et donc, de toute façon, demain, si vous voulez, vous, passer de l'infopreneur à un SaaS, ce genre de choses, vous allez vous lancer dans un truc que vous comprenez pas complètement. Mais de toute façon, Hmm. il va falloir le faire. Il y a une prise de risque à un moment donné, quoi. Wow. C'est, je trouve ça fou. Mais du coup, pas de ton point de vue, mais pour Copylost, c'est du code, un hébergeur. Je Et suis perdu alors, avec du ça. coup, il y a eu pendant un an du développement. Donc, j'ai deux Ouais. associés. L'un de mes deux associés, c'est mon CTO. Et ce CTO, Mhm. il a une agence. Dans cette agence-là, donc, il y a plusieurs développeurs. Et les développeurs de son agence ont été les développeurs et sont toujours les développeurs de Copylost. Et Copylost, c'est quoi? C'est l'interface que les gens voient. Tout ce qui a été codé, c'est toutes Ok. les fonctionnalités, c'est l'interface, c'est tout ça, qui est ensuite plug sur les infrastructures de Google. Donc nous, on a un sous-prestataire qui Ok. s'appelle Google Cloud Platform, et on s'est connecté là-dessus. Quand je le dis, ça a l'air simple, hein.
C'est pas simple du tout. Ne vous dites pas, oui, mais alors du coup, nous, on va aller directement sur Google Cloud. Bah, allez-y, je vous regarde aller sur Google Cloud. Enfin, c'est plus compliqué que ça. Mais voilà, je vous le dis avec des termes simples. Donc, nous, on se met par-dessus Google Cloud et on utilise des infrastructures du Google. Il y a des choix à faire, il y a des choix de matériel, on décide d'utiliser ça plutôt que ça, tel CPU, tel RAM, etc. Donc on fait des choix. Et ensuite, toute l'infra est organisée sur la partie Google Cloud, comment les sites, où est-ce qu'ils sont séparés ou pas. Il y a plein de sujets comme ça qui sont gérés essentiellement par notre DevOps. Et ensuite, par-dessus ça, tu as le CTO qui chapeaute tout, qui chapeaute un peu aussi le DevOps et qui chapeaute le code étant l'interface que les gens voient de Copilust avec les fonctionnalités. Et Ok, c'est ça qui a pris un an à coder essentiellement. Un an d'accord. au moment de se lancer, plus un an et demi au moment de se lancer, et là, plus maintenant. Enfin là, ça fait un an et demi qu'on est lancé, donc voilà. Je sais C'est pas si c'était clair, chapeau. parce il y a d'autres trucs, il y a d'autres sous-prestataires, il y a un sous-prestataire qui sert de bureau d'enregistrement pour les noms de domaine, il y a plein de trucs comme ça, mais franchement, c'est des détails qui sont chiants à mourir, je pense, pour la plupart des gens. Ouais. Moi, ça m'intéresse, parce que c'était mon quotidien, mais je suis pas sûr que ça intéresse beaucoup les gens. C'est le registrar, c'est ça que ça s'appelle, non? C'est le registrar, exactement. Mais du coup, oui, en français, c'est bureau d'enregistrement. Mais oui, registrar, Bureau exactement. d'enregistrement. Ok. La plupart C'est fou. des boîtes hébergeurs sont pas registrars eux-mêmes parce que registrar c'est un métier qui est très compliqué, qui est D'accord. absolument infâme, je pense, parce qu'en fait tu dois dealer avec des tonnes d'organismes partout dans le monde pour pouvoir enregistrer tes noms de domaine, etc. C'est énormément d'organisation et d'administratif, je pense, et en fait la plupart des hébergeurs sous-traitent. Ils ont des sous-traitants. Et il y a des vrais registrars à l'origine, qui sont les vrais registrars d'origine. Et du coup, bah, c'est le cas de Copylost, par exemple. Nous, on revend les noms de domaine comptants, à prix coûtant. On ne fait pas un centime sur les noms de domaine. D'accord. Mais nous, ça nous permet on utilise un sous-prestataire, on n'est pas registrar nous-mêmes, mais du point de vue du client, ça change rien. Le client, lui, tout ce qu'il voit, c'est que nous, on est registrar. Il voit pas, il Hmm. fait pas la différence. Mais en fait, nous, on Oui, utilise un sous-prestataire. Et c'est pas que Copylost, hein. Concrètement, même Hostinger fait ça. Hostinger n'est pas réellement, d'accord. j'ai découvert ça récemment. Hostinger Ok. n'est pas réellement registrar lui-même non plus, il utilise un sous-traitant. Donc voilà. Il y a plein de Une parties prenantes en menthe. fait dans la construction d'un hébergeur, donc c'est très compliqué. Pour la petite anecdote, on a même eu une réaction des ingénieurs chez Google Cloud qui nous ont dit mais vraiment vous avez construit ça à seulement 4, 5 ou 6 personnes? C'est fou. Même eux ils étaient surpris Wow. et agréablement surpris de voir que c'était possible. Et non, enfin, on a vraiment les équipes ont fait un travail extraordinaire. On a relevé un énorme challenge en faisant ça et je suis très content du résultat déjà aujourd'hui. Alors qu'on se compare à des boîtes qui ont 5, 10 ans, 15 ans de maturité pour la plupart de nos concurrents. Alors que nous, on a un an et demi, mais c'est déjà très stable. On a déjà beaucoup plus de fonctionnalités que beaucoup d'hébergeurs. Enfin, c'est vraiment top ce qu'on a fait, ce que les équipes ont fait. Donc voilà. Et Hmm. ouais, on a monté ça. Je sais pas, il faut que je compte en direct live, mais oui, on était. J'ai deux associés, trois. En comptant moi, on est un, deux, trois, 4, 5, 6, 7. Enfin, ça dépend comment on compte. On est dans ces eaux-là. C'est qu'il y a des gens qui sont plus ou moins pas dans la boîte. Ouais, c'est ce que je t'ai dit, il y a des devs qui sont des Ouais. salariés de la boîte d'un des associés, mais qui bossent des fois full time chez moi. Enfin voilà, ça va, ça vient. Ok. Et tu me disais avant, quand on préparait cet entretien, que maintenant tu étais consacré enfin, ton temps, tu l'utilisais 100% sur Copilust. Euh, Pourquoi ce choix? Et enfin, pourquoi 100% et pas 50-50 ou 2 tiers, un tiers? Pourquoi tu t'es dit, je mise tout sur celui-là et tu délaisses en quelque sorte WP Origami? Euh, Parce que ça marche pas de faire du 50-50. Voilà. Ok. Parce qu'en fait, dès que tu fais un truc à fond, ça bouge tout de suite. Et quand tu fais quelque chose à Mhm. moitié, bah ça bouge à moitié. Et en fait, moi, je suis à la fois quelqu'un de patient et d'impatient. J'ai été Mhm. suffisamment patient pour monter tout ce que j'ai monté jusqu'à maintenant, mais là, mon impatience, elle est grandissante. J'ai envie de passer à un autre cycle de ma vie. Je considère que ça, c'est des cycles. Les formations sur WordPress, c'était un cycle. Et il y a une nouvelle relève qui est en train d'arriver. Il y a de plus en plus de petits créateurs qui se lancent, qui font du très bon travail et voilà, qui parlent de WordPress aussi, etc. Et, euh, et je pense tôt ou tard, il va falloir que je passe à autre chose. Et du coup, Copylost, en Ok. fait, tant que je fais les choses à moitié, bah, ça avance deux fois moins vite, tout simplement. C'est En vrai. fait, dès que t'es à temps plein sur quelque chose,
ça te libère une bande passante pour le quelque chose en question qui est exceptionnel, quoi. C'est-à-dire que ton cerveau, c'est pas juste le travail actif, c'est le travail passif aussi. C'est-à-dire que quand tu arrêtes de bosser, ou le soir, ou quand tu manges le midi, ton cerveau ne pense qu'à ça. Ouais. La différence, elle est là. C'est que quand tu es à 100% sur quelque chose, il y a tout ce que tu fais de manière active quand tu es dans l'exécution et moins dans l'opérationnel. Et même quand t'es pas dans l'opérationnel, quand t'es pas dans l'exécution, ton cerveau ne pense qu'à ça. Et quand il ne pense qu'à ça, tout va plus vite, quoi. T'as plus d'idées, t'as plus de créativité, tu passes plus de temps aussi à exécuter, tout simplement. Voilà, je passe tout mon temps sur Copilust. Je fais rentrer des clients plus rapidement. Enfin, voilà, j'avais juste besoin que les choses avancent plus vite. J'ai envie que Copilust, ça prenne de l'ampleur assez rapidement. J'aimerais bien que déjà en 2026, on puisse être encore plus nombreux avec des équipes un peu plus stables, etc. Et donc, je fais tout pour, tout simplement. J'ai envie de passer à ce cycle-là, qui est un cycle d'un SaaS qui marche bien, qui marche très bien, qui marche très très bien. Et pour pouvoir passer à autre chose, tout simplement. Et même moi, je pense à l'après copilote. Moi, je pense toujours après. Et voilà. J'ai juste besoin que ça aille plus vite. Ok. Et j'avais fait un échange avec Stan Leloup de Marketing Mania il y a quelques mois maintenant, qui, en un sens, je trouve, il a un parcours un peu similaire au tien, c'est-à-dire qu'il faisait du YouTube, qui lui permettait de vendre de la formation, et maintenant il est focus 100% sur son SaaS Schoolmaker. Et lui me disait que une de ses problématiques qu'il avait en tant que Schoolmaker, c'était de gérer les priorités dans quelle fonctionnalité il fait venir, tu vois. Certains de ses gros clients qui voulaient une nouvelle fonctionnalité, mais il peut pas vraiment leur dire non parce que c'est des gros clients, mais c'est des fonctionnalités que les nouveaux clients, ils en ont rien à faire. Ou alors faire une fonctionnalité que les nouveaux clients, ça va les intéresser, mais que les gros clients s'en fichent, tu vois. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as, ce, tu vois, vous êtes un certain nombre dans l'équipe, au bout d'un, enfin, t'as pas les ressources illimitées, comment tu priorises? Non, je confirme que j'ai pas ressources illimitées, c'est toi. Vas-y, termine ta question. Vas-y. Non, mais c'est ça. Comment tu priorises dans quelle fonctionnalité tu mets, où tu mets les efforts? Euh, Non, oui, je pense que ça fait partie des problématiques les plus récurrentes, je pense, pour un SaaS, parce qu'il y a plein de sous-enjeux, en fait, là-dedans. Euh, il y a ce que moi, j'ai envie de voir, et tu sais très bien que, en fait, tu fais pas un SaaS juste pour toi non plus. Alors, des fois, c'est une méta que les gens utilisent, où les gens se disent, non, mais si je suis mon meilleur client, donc si je fais les fonctionnalités pour moi, c'est forcément les meilleures fonctionnalités possibles, et les gens vont adorer aussi, etc. Même si c'est pas ce qu'ils demandent, mais ils savent pas ce qu'ils veulent. En général, on apprend que ça, c'est une erreur. Je pense pas que ce soit seulement une erreur. Je pense que c'est une heuristique qui fonctionne des fois pour certaines personnes. C'est-à-dire quand je dis heuristique, un raccourci de pensée qui fonctionne, qui te Mhm. permet de prendre des décisions de manière intelligente. Je pense que ça peut fonctionner. Je pense que ça peut aussi lamentablement échouer. Et donc moi, c'est pas mon heuristique à l'heure actuelle. J'essaye d'être un peu plus raisonnable et de me dire le produit, il doit être drivé essentiellement par les clients, effectivement. Mais le problème, c'est il y a ce que demandent les clients et qui leur font plaisir, et puis et il y a ce qui fait, en fait, il y a ce que demandent les clients existants et il y a ce qui fait venir plus de clients. Mhm. Copilust, c'est un projet quand tu lances un projet comme ça, t'es pas rentable. C'est pas possible. T'es pas rentable avant plusieurs années. Et c'est comme ça. Les règles du jeu, elles changent. Ça n'a rien à voir avec quand tu vends de la presta ou des produits numériques, etc. Tu peux pas être rentable en lançant un projet comme ça. Il y a un point de rentabilité à atteindre. Il faut atteindre suffisamment de clients. Il faut atteindre une masse critique, etc. Copilot n'est pas rentable du tout à l'heure actuelle. Ça veut pas dire que ce sera pas rentable, hein. On n'est pas stupide. On a des marges, etc. Donc c'est juste qu'il faut atteindre une taille critique. Et du coup, nous, et c'est normal, hein, je veux dire, Hostinger a été rentable que très récemment, alors que ça fait très longtemps qu'ils existent. Donc voilà, faut pas être inquiet par rapport à ça. Mais du coup, ça veut dire que nous, on a un enjeu alors oui, on veut faire le meilleur produit possible et développer de super fonctionnalités. Sauf que ces fonctionnalités-là, on sait que c'est vraiment les fonctionnalités qui feraient la différence au quotidien pour nos webmasters et c'est trop bien, hein, même moi je veux ça. Sauf que ça fera pas venir plus de clients. Mhm. C'est-à-dire que c'est pas des trucs où quand les gens voient ça en plus, ils se disent ah bah du coup je vais aller chez Copilot. Non, ça marche pas comme ça. Les gens, c'est noyé parmi une masse d'autres fonctionnalités. Les gens font pas trop gaffe. Et en général, il y a un, deux ou trois trucs. Je suis désolé pour le franglais. Des trucs vraiment des points déterminants où ça crée une bascule et les gens se disent ah je vais aller. Donc je te donne un exemple. Par exemple, si je mets IA partout, IA par-ci, IA par-là, les gens vont venir plus chez Copilot. Ça c'est le genre Ok.
de petites fonctionnalités ou de marketing qui fera une différence sur l'acquisition par rapport à ajouter la petite fonctionnalité en plus pour les utilisateurs un peu avancés, les power users, que même moi je veux, mais en fait tout le monde s'en fout vu de l'extérieur. Le problème c'est que moi le vu de l'extérieur il est très important. Parce que du coup, comme je disais, on n'est pas rentable, on n'a pas ressources illimitées, et on a besoin de dépenser notre argent dans ce qui va faire venir plus de monde maintenant. Et donc c'est un arbitrage constant à faire entre développer des trucs un peu sexy de l'extérieur pour que les gens viennent plus, à créer des sites par IA, etc. Versus ajouter des fonctionnalités qui sont vraiment utiles au quotidien pour nos webmasters. Et c'est une tension avec laquelle il faut apprendre à vivre. On fait le funambule en permanence avec ça. C'est comme ça tous les jours, toutes les semaines, on se pose la question. Même moi, des fois, je fais des erreurs. Je parle pendant plusieurs jours de développer tel truc. Puis à un moment, par hasard, avec une conversation avec un associé, on se dit, mais en fait, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est d'aller tout de suite sur le marché américain et donc de tout de suite dépenser nos ressources dans cette direction-là parce que c'est comme ça qu'on va aller chercher de la croissance. Et on a besoin de cette croissance parce que bah, j'ai pas levé de fonds, j'ai pas argent infini et il y a un moment faut que ça bouge quoi, faut que ça avance, faut que cette fameuse masse critique on l'atteigne le plus tôt possible. Donc voilà, je suis en permanence en train de décider d'une semaine sur l'autre moi aussi ça c'est une bonne idée pour le marketing ou ça c'est une bonne idée pour les clients existants et malheureusement c'est pas toujours aligné. Ok. Et du coup, pour le moment, tu priorises pas mal les nouveaux clients. Donc, enfin, la partie plus marketing. Idéalement. Pendant Ok. longtemps, je me suis focalisé plutôt sur les clients existants parce qu'en fait, on était nouveau, il fallait ajouter plein de fonctionnalités, donc on dépensait à coût de 10K tous les mois en permanence à ajouter des fonctionnalités. Mais là, honnêtement, il y a beaucoup de fonctionnalités dans Copilust, il y a plein de trucs Hmm. canons. Euh, et à ce stade, effectivement, la bonne décision nous semble être d'aller chercher surtout plus de nouveaux clients. Et donc, il vaut mieux dépenser sur des fonctionnalités ou des évolutions de l'infra qui feront une différence sur l'acquisition. Et c'est comme D'accord. ça qu'on choisit nos dépenses, effectivement, qu'on arbitre. Ok. Eh ben, merci beaucoup pour ces réponses. J'aimerais qu'on passe un peu dans tes coulisses, dans ton back-office, je sais pas trop comment appeler ça. Quand tu étais sur la partie vente de formation, donc avant Copylost, tes clients, Toujours la bonne information. oui, mais je veux dire concentré 100% là-dessus, pardon. Ouais, C'est ouais, vrai que tu bien fais sûr. toujours ça. Euh, tu... Est-ce qu'il y avait une autre source que YouTube pour attirer tes clients? Non, non, non. C'était J'ai toujours 100% été très YouTube. focus sur YouTube. Ça a été, non, c'est vraiment, ça a été mon canal d'acquisition depuis le tout début jusqu'à la toute fin. Très honnêtement, j'ai testé des trucs, Ouais, mais très tardivement. Instagram, c'est pas hyper natif aux gens qui cherchent mon contenu, etc. Enfin, c'est pas évident. Je l'ai jamais fait à fond non plus, mais ce que j'ai essayé, c'est pas évident. Tout le reste, c'est pas évident. LinkedIn, c'était pas évident. En fait, LinkedIn, si c'est évident, mais je me suis lancé très tardivement, très d'accord. tardivement. Je connaissais pas du tout LinkedIn, j'ai dû me lancer quelque part l'année dernière, je crois, un truc comme ça. Donc j'ai découvert le monde merveilleux de LinkedIn. J'ai découvert que les formateurs WordPress avaient, avaient une mauvaise réputation sur LinkedIn, je savais pas. Oh, je savais pas. À un moment, je me rappelle, j'ai pris une remarque, je pense, qui m'était adressée, où les gens disaient, qu'est-ce que la personne disait? C'était un commentaire où quelqu'un disait, ah oui, du coup, maintenant que oui, LinkedIn est saturé de formateurs WordPress et qu'ils arrivent plus à gagner leur argent en vendant leur babiole, là, enfin leur truc, des Ouais. vendeurs de tapis, quoi, vulgairement, dit vulgairement. Ben, du coup, maintenant, ils vont tous sur YouTube. Ils vont sur... Alors moi, j'étais sur YouTube depuis 2019 et je débarque sur LinkedIn l'année dernière et je vois ça, je me suis dit, ah ok. Ok. Ça Bonne donne le ambiance ton. Donc ici. voilà, je sais que les formateurs, c'est un truc un peu, c'est un sujet un peu sensible a priori pour beaucoup de gens. Voilà. Oh là là. Mais du coup, je me suis lancé sur LinkedIn l'année dernière et c'est évident que LinkedIn, c'est une bonne plateforme, bien sûr, pour moi. Mais je me suis lancé très tardivement, je l'ai jamais fait à fond et tout mon business est toujours que reposé sur YouTube et ma liste mail. 80% du Ok. chiffre d'affaires d'Origami est fait sur la liste mail. Et tu es arrivé à faire un chiffre d'affaires de quel ordre de grandeur? Chiffre Alors, d'affaires, hein, jusqu'à pas l'année bénéfice et dernière, tout ça, je j'ai... précise. Hein? Je Pardon? précise pour ceux qui écoutent, on parle de chiffre d'affaires et pas de bénéfice. C'est pas ce que tu as dans ta poche. Oui, et encore, il y a encore plus manipulateur que ça. En vérité, le vrai chiffre d'affaires, parce que si les gens cherchent les bilans, etc., je sais pas si tu peux toujours trouver facilement, mais le vrai chiffre d'affaires, c'est hors taxe. J'ai une théorie complotiste, c'est que quand on vous parle de chiffre d'affaires, dans des interviews comme ça, ou dans des vidéos YouTube, je pense que la plupart des gens, ils s'expriment TTC.
Parce que c'est un plus gros chiffre, tout simplement. C'est juste que le Ça vrai rajoute chiffre 20%. d'affaires, normalement, c'est hors taxe. Et même moi, je Ouais. connais pas mon chiffre d'affaires, je sais plus de l'année dernière hors taxe, parce que moi, je regarde toujours le TTC, parce que je regarde tout l'argent qui passe. Et la TVA, bah, Bah elle ouais. passe aussi, même si je la rends après. Donc, du coup, je m'exprime TTC, mais du coup, jusqu'à l'année dernière, au plus haut, j'ai atteint 470 000 euros en 2024. Et à partir de cette Chapeau. année, ça s'est effondré tout simplement parce que j'ai perdu mon focus. Je me suis mis à faire Oui. d'autres choses. Il y a eu un autre SaaS à un moment, j'ai fait autre chose, mais on n'a pas abordé ça du tout. Et du coup, ensuite, là, je passe tout mon temps sur Copilust. Et donc, du coup, forcément, D'accord. ce que tu prends quelque part, tu le perds autrement. Enfin, voilà. Quand tu Ouais. prends une décision, il y a toujours quelque chose à sacrifier en échange. Là, le sacrifice, c'était le chiffre d'affaires de mes formations. Mais j'étais prêt à payer ce prix-là parce que je ne voulais pas rester dans les formations. Euh, non pas que j'ai un problème avec les formations, mais il y a un petit peu de fatigue avec les formations, Oui. de se répéter en permanence et tout. Et envie de passer à un nouveau cycle. Même Copilust, pour moi, c'est un cycle. J'ai pas envie de passer 15 ans de ma vie sur Copilust. J'aimerais, mais je suis prêt à y passer encore beaucoup d'années, évidemment. C'est encore le tout début. Oui. Mais moi, je raisonne en cycle. Et là, du coup, je voulais passer à un autre cycle, donc j'ai accepté la baisse de chiffre d'affaires. Là, cette année, je sais pas, on doit être à 200, quelque chose comme ça, pour l'instant. Et il reste la fin de l'année, Oui. le plus gros, c'est à la fin de l'année, donc je pense qu'on va être autour de 300, je sais pas, un truc comme ça. Ok. Ce qui est déjà très confortable. Et tu as beaucoup de charges sur les formations. Enfin, tu dis souvent on, mais c'est parce qu'il y a une équipe. C'est J'ai quoi tes embauché charges dessus? ma femme, du coup, maintenant. Je suis toujours pas habitué à dire ma D'accord. femme, hein. Ça date de cette année, donc vous m'excuserez. Mais ma Moi, compagne, ça du fait coup, 2 ans que je suis j'ai marié employé. et je dis toujours pas pareil. Je m'y fais toujours pas. Je peux pas, j'ai l'impression de prendre 10 ans ou 15 ans et j'ai tout de suite des poils blancs dès que je dis ma femme, je peux pas. Donc moi c'est ma copine, j'adore dire ma copine, je suis trop fan de dire ma copine encore maintenant, je dirais ma copine dans 10 ans je pense. Voilà. Et du coup je l'ai embauché il y a plusieurs années. Salarié vraiment en D'accord. temps plein, CDI dans Origami. Et ensuite j'ai toujours travaillé avec toutes sortes de plein de freelance pour plein de petits trucs à droite à gauche. Là récemment j'avoue que c'est beaucoup plus calme. On a évacué la plupart des freelances avec lesquels on bossait, soit parce qu'il y a eu des congés maternité, soit parce que on bosse plus ensemble, parce que ça nous convient plus. Il y a eu de tout, mais là actuellement on est beaucoup moins nombreux. Et sauf sur Copilot, hein, là je te parle d'origami. Et Oui, pour oui. répondre à tes charges, du coup, enfin à ta question sur les charges, non. De base, il y a quasiment, enfin, en fait, hors Hmm. Copilot, si c'est ce qui intéresse les gens, c'est non sur 470 l'année dernière, il y a très peu de charges. C'est essentiellement pas du profit, du coup, du bénéfice. Il se passe beaucoup de choses avant que ça devienne du profit, hein, je vous le cache pas. Mais c'est du bénéfice. Hors, du coup, le salaire temps plein de Rachel, Ouais. compagne. Hors freelance. Hors outils WordPress que je paye. Et puis voilà, quoi. Mais sinon, non, c'est essentiellement. Mais j'ai plus rien. J'ai tout dépensé d'un copilot. Donc, J'ai tout je claqué. n'ai plus rien. J'ai même un énorme compte courant d'associé qui est largement créditeur dans la société de toutes ces années. Je sais pas si ça parle aux gens quand je dis ça, mais de toutes ces années. Donc, j'ai rien du tout. J'ai Ok. j'ai plus rien. Mais hors Copilust, hors gros projet ambitieux, c'est essentiellement du bénéfice brut. Et si on regarde Copylost maintenant, tu disais que ça avait mis à peu près 1 an et demi de préparation avant le lancement. C'est 1 an et demi, ça coûte quel ordre de grandeur de lancer un projet comme ça, en argent? Alors, moi, je pense que ce sera pas représentatif de lancer un SaaS en général pour les gens. Donc, faut bien le garder à Oui, l'esprit. Copilust, c'est Copilust. Copilust, c'est pas un SaaS ordinaire. Le côté, je fais un MVP et on teste vite fait le marché et on verra après. Je suis désolé, mais moi, pour moi, c'était hors de question. J'ai beaucoup à perdre à lancer un truc pareil. Les gens qui viennent et qui mettent un site WordPress, ils ont beaucoup à perdre aussi. J'ai une responsabilité. Donc, la mentalité MVP, je fais un truc vite fait, bien fait, c'était pas possible. Donc, quand les gens lancent un SaaS, normalement, ils essayent de lancer un truc le plus rapidement possible. En 2-3 mois, ils essayent de dev quelque chose. IA ou pas IA, normalement, il faut que ça aille vite. Et normalement, l'ordre de grandeur, idéalement, si vous lancez un SaaS, dépensez pas plus de quelques dizaines de milliers d'euros à peine. Et vous êtes largement capable de lancer quelque chose. Et encore, il y a plein de modalités dans lesquelles vous lancez un SaaS. Vous pouvez tout à fait être un peu associé aussi avec un dev qui vous servira de CTO ou ce genre de choses, ou lead dev, vous appelez ça comme vous voulez et ça peut vous coûter encore beaucoup moins cher.
Peut-être même que vous allez vous associer avec quelqu'un qui a vraiment confiance en vous et qui va vous demander même pas 1 euro et vous allez lancer un truc ensemble et tout. Méfiez-vous après quand ça coûte 0 euros, c'est voilà, c'est peut-être pas bon signe et Mm. tout, mais sauf si vous êtes tombé sur la perle rare, qui est vraiment un dev qu'on Mm. a sous le capot et qui a besoin de s'associer, et vous êtes un youtubeur ou autre chose et vous avez de la visibilité en échange, et il y a une raison rationnelle que vous voyez et qui est vraiment évidente de s'associer avec vous, pourquoi pas, mais sinon en général c'est quand même mieux quand c'est quelqu'un qui est payé. Voilà, vous êtes sûr d'avoir affaire à quelqu'un les compétences sont là et voilà, tout simplement. Mais sinon, du coup, si c'est un SaaS classique, moi, j'ai quelques dizaines de milliers d'euros. En ce qui concerne Copilot, ça m'a coûté beaucoup plus. Ça m'a coûté pendant un an, je sais plus, ça m'a coûté 200, peut-être 200 000 euros, je pense, au début pendant un an. Et ensuite, ça a continué de s'accumuler. Je pense qu'aujourd'hui, je dois être à peut-être autour de 300 000 euros investis personnellement dans Copilot. Ouais. Plus d'autres dettes. J'ai l'un de mes associés, pareil, qui a prêté un petit peu aussi à quelques dizaines de milliers d'euros. Donc voilà, on est dans ces ordres de grandeur-là. Je ne peux pas vous dire une bêtise, je D'accord. pense que je peux me planter. C'est un peu bizarre ce que je vais dire, mais à 50 000 euros près. Mais il faut que je regarde dans le détail. Mais enfin voilà, je pense que le détail vous intéresse pas Oui. forcément. C'est dans ces ordres de Non. grandeur-là. Ouais, c'est plus pour avoir un ordre d'idée Ouais, de ce que ça représente. Personnellement, j'ai aucune idée de ce que ça coûte, tu vois, donc au moins je peux dire c'est centaines de par milliers là. d'euros. Ok, ça se Centaines. compte en centaines. Et Ouais. en charge au quotidien, hormis les équipes, il y a quoi? Copilot? Ouais. Ah bah il y a beaucoup de choses. C'est donc là on rentre dans des détails vraiment techniques du coup, mais mais il y a l'infra en fait quand tu es hébergeur comme tu revends l'espace, CPU, RAM, etc. Du coup nous quand on revend on rajoute une marge par dessus en tant qu'hébergeur, Mhm. mais nous derrière ces fameux serveurs chez Google Cloud on les paye. Donc D'accord. une marge sur un hébergeur, je sais pas, ça peut être 20, 30, 40%, 50% ou même moins de 20%. Ça dépend vraiment des Ok. hébergeurs. Je peux pas vraiment m'exprimer au nom de toute Ouais, ouais. l'industrie, mais on est dans ces eaux-là. Donc moi, tu vois, enfin parler de marge dans mon cas, oui, il y a tout ça, tu vois déjà. Et puis moi ensuite, on a des très gros contrats à payer de plusieurs dizaines de milliers d'euros chaque année, qui rajoutent des couches supplémentaires de sécurité, de performance, etc. Ça s'appelle Cloudflare. Ok. Donc non, non, j'ai des charges hyper importantes sur Copilot. Wow. Ok. Et vous avez des tarifs qui sont globalement très concurrentiels pour une offre que je trouve plutôt très quali, très premium. Euh, il vous faut dans quel ordre de grandeur de clients pour devenir rentable? Est-ce que tu as beaucoup de charges? En même temps, tu vends ça pas hyper cher non plus par rapport à la concurrence. Donc tu fais comment? Quel Enfin, il ordre t'en de faut combien à grandeur? peu près? Je sais pas en nombre de clients parce que nous on s'exprime différemment en interne. Il y a des trucs que je vais pas dire publiquement, mais je suis en train de Ah oui, réfléchir à qu'est-ce si, que je s'il y a peux des dire questions que tu veux pas publiquement. répondre, tu me dis tais-toi, Paul, hein. Oui, oui, c'est pour ça que je te le dis là ouvertement, mais Ok. là, je vous dirais, ce que je peux dire, c'est que on a quelques milliers a priori, on est en milliers de sites actuellement, et je peux dire, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire qu'on est à la moitié on est un petit peu en dessous de la moitié de notre objectif pour atteindre le Ok. seuil de rentabilité. Le seuil de rentabilité sur l'infra, sur les coûts de l'infra. Ensuite, Ok. derrière, il y a plein d'autres choses qui se passent. Parce que plus on a de clients, plus on aura une charge en termes de support client aussi. Et du coup, à Hmm. quel moment est-ce qu'on va avoir besoin d'embaucher vraiment une personne encore à temps plein pour gérer le support client? On ne sait pas. C'est l'expérience, le terrain nous le dira. D'autant plus que on est à l'ère des IA génératives qui font un travail formidable normalement au support. Ouais. Et donc nous, on n'en a pas mis en place une IA de support parce que quand tu es une petite boîte, bah c'est David contre Goliath quoi. Donc tu privilégies ce qui fait ta force, c'est-à-dire l'humain, la proximité. T'es le petit commerce du coin. Tu sais, c'est vraiment les petits artisans, les petits commerces locaux, pas versus Hmm. Leclerc, Carrefour, qui sont forcément les méchants, ou Amazon. Tu vois, Amazon c'est tout le temps les méchants. Bon bah là c'est la même Oui. chose. C'est-à-dire que les méchants c'est les grosses boîtes généralistes qui n'ont rien à faire de tout. Je citerai non. Euh, et les gentils, c'est nous, du coup, c'est Copilot. Et donc, du coup, nous, évidemment, au support, il faut privilégier le contact avec les gens, il faut faire tout ça. Je dis ça, mais effectivement, je me projette sur le long terme avec de l'IA parce que, à mon sens, c'est inévitable. On va pas forcer les gens à interagir avec une IA et pas pouvoir discuter avec un humain. Ça me plaît pas. J'ai envie qu'une personne qu'un agent reste facilement accessible.
mais c'est des sujets qui sont importants pour nous. Et en fait, c'est inévitable parce qu'on peut pas se permettre à un moment de se dire, ah ben, on va embaucher des personnes, plein de personnes, alors qu'en fait, on a littéralement du code qui est là, qui arrive, on clique sur un bouton et ça met une IA de Mm. support qui répond très très bien aux gens, qui augmente la satisfaction client, qui va pouvoir bientôt peut-être agir même pour les clients, etc. On y va, on y va vers ça. Donc, on va pas faire comme si c'était pas là. Et forcément, tôt ou tard, on va mettre une IA de support en place aussi, comme tout le monde. Surtout si Ok, ça marche vraiment bien. Et vraiment, ça marche de mieux en mieux, quoi. Donc nous, on regarde comment ça évolue, on teste les IA de support des autres régulièrement. Quand ce sera vraiment évident, on le mettra en place et on espère mettre en place quelque chose d'hybride. Mi-humain, mi-IA, où il faut que les gens soient facilement accessibles. Mais les gens qui sont prêts à passer par une IA de support, ils l'utilisent, quoi. Parce que nous, ça nous fait gagner énormément de temps et d'argent d'utiliser une IA de support. Et donc, plutôt que j'imagine. d'être dans la position où on doit virer 100 personnes parce que tout le support peut être fait par de l'IA, on va pas virer 100 personnes, on va juste pas embaucher 100 personnes. Voilà, Mm. donc on va probablement passer par là. Ok, très bien. Bah, merci beaucoup pour cette transparence. J'aime bien terminer les échanges avec 5 questions-réponses rapides. Le but, c'est pas de s'étendre sur le sujet, sauf si tu as envie de parler plus, mais de d'essayer d'y répondre rapidement, tu vois. Est-ce que tu es prêt? C'est du oui/non ou je réponds quand même une phrase? Alors, ça dépend, je prépare les... Celle-là... Non, c'est pas du oui-non, mais c'est du une phrase, quoi. Ça marche. Alors, la première, c'est la fonctionnalité Copilot dont tu es le plus fier, mais que personne ne remarque. La time machine. Le fait de pouvoir revenir en arrière de tes extensions depuis Copylost, et si ton site est planté, t'es hyper content d'avoir ça, c'est trop bien. Ok. Si tu pouvais supprimer un plugin WordPress de la planète, ce serait lequel? Pas d'attaque gratuite, Hello Dolly. Voilà. C'est celui qui y est toujours dès le début, là. C'est un plugin installé par défaut qui est juste là pour montrer, voilà, ça c'est un plugin, mais ça sert à rien, je pense. Donc voilà. Je le supprimerai si tu me demandes d'en supprimer un. J'ai Ok. envie d'attaquer personne sinon. Sois gentil, c'est bien. C'est bien. Exactement. Ta prédiction, à quoi ressemblera WordPress dans 5 ans? Enfin, ça, tu as le droit de me dire, c'est pareil, hein. Mais qu'est-ce que tu vois de différent dans 5 ans? En une phrase, Moi. euh, d'ici 5 ans, je pense que énormément de choses se fera de manière agentique, par IA, etc. Je pense que WordPress sera pas disrupté de l'extérieur, mais plutôt de l'intérieur. C'est-à-dire qu'on aura énormément D'accord. d'outils ou de choses qui se feront de manière un peu plus naturelle, où tu pourras contrôler les réglages, décider de lancer la construction d'une page, etc. Depuis un chat, si le chat reste le truc à la mode, voilà. Ou sinon, ce Hmm. sera depuis d'autres sortes d'interfaces, je sais pas. Mais l'IA va disrupter WordPress de l'intérieur, plus que de l'extérieur. Ok. Ah, ce serait pratique. Euh, la pire erreur d'un client que tu as dû sauver. Euh, un site spam d'excès. Un site spam d'excès, c'est quand vous avez des milliers d'URL poubelles qui sont indexés sur Google avec des mots-clés Viagra ou des trucs comme ça, ou des trucs pires que ça. Mais par respect pour ton podcast, je vais m'arrêter là. Et c'est C'est indexé gentil, sur après je vais me Google faire et du coup blacklister. il faut rattraper le site après, il faut désindexer tout ça et enfin voilà. Et t'as vraiment l'impression que c'est la merde quand on est rendu là, tu te dis putain mais qu'est-ce que je vais faire de ce site-là? Voilà. Et j'en ai Il eu est plusieurs foutu. comme ça. Ok. Et dernière question, quel est le signe qu'un client va te faire perdre du temps? Ça, c'est moi que ça m'intéresse beaucoup parce que j'ai ça des fois. En tant que freelance, Ouais. quand tu cherches à faire de la presta et tout, Tu cherches à faire de la les presta ou tu vends du coaching ou quelque chose. Comment tu te dis où ce client, je le sens pas. les clients qui sont trop dans le feeling, l'intuitif, le côté ah je le sens vraiment bien avec toi et qui sont vraiment dans le côté alors c'est que des termes en anglais qui me viennent mais Hmm. le care, c'est-à-dire comment dire ça. Une personne qui va vraiment être très très gentille, mais tu sens elle est vraiment dans la connexion, les ondes, les chakras, des trucs comme ça. Tu sens vraiment une certaine ouverture d'esprit où la personne elle se dit oui c'est sûr c'est toi t'es la bonne personne et je vais te faire confiance et on va pas trop
et on va pas trop mettre de cahier des charges en place ou baliser la presta, etc. Et en fait, je sens que t'es la bonne personne. Il y a une connexion entre toi et moi. Non, il n'y a pas de connexion. Non, non, faut que ça reste une presta un peu balisée. Ça, c'est les personnes. Si vous commencez à sentir une personne qui utilise beaucoup les ondes, comment le dire, tu vois, un truc un peu comme ça, c'est pas bon. C'est probablement une personne où il peut y avoir énormément d'allers-retours. C'est une personne qui peut tirer les coups vers les bas, qui peut être compliquée dans la presta, beaucoup d'allers-retours, beaucoup d'incompréhension, et qui peut prendre beaucoup de votre temps et de votre énergie pour rien. Les meilleurs profils, ça reste des gens où c'est ultra carré, ils ont le budget, il y a un cahier des charges posé, il n'y a pas d'histoire d'énergie, d'onde et de quoi que ce soit. Et voilà. Ok, très bien. Ben, merci beaucoup, Alexis. Est-ce qu'il y a un point qu'on n'a pas abordé et que tu voulais aborder? Il y a des milliers de choses qu'on n'a pas abordées, mais qu'on n'abordera pas, j'imagine. Ah Bah, non, on peut rien de si tu plus, veux rajouter un c'est toi point. le boss. Non, 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 je te remercie, c'est ok. C'est très bien de pas aborder les mêmes choses d'un podcast à un autre aussi, c'est très bien ça. J'ai pas de problème. Ça marche. On est Ça bien. marche. Et C'était si très besoin, je agréable. te En tout cas, je te réinviterai. remercie de m'avoir invité dans ton podcast. Ouais. Ben, avec plaisir. Si quelqu'un veut te contacter, te retrouver, par où est-ce qu'il passe? Euh, de toute façon, si vous passez par mes boîtes, si c'est vraiment moi que vous voulez contacter et que vous passez par n'importe quelle des boîtes mail, ça peut venir jusqu'à moi si c'est suffisamment important. Il y a des gens qui filtrent, mais si vous dites je dois parler à Alexis, on me transmettra l'email, il n'y a pas de souci. Que ce soit vous êtes de Ok. Copylost, de Origami ou peu importe. Ça marchera. Ok. wporigami.com, copylost.fr, copylost.com. Dans tous les cas, vous pourrez me contacter facilement. Trop bien. Et ben, je remettrai les liens et tout ça dans la description. Encore merci, Alexis. Avec plaisir. Merci beaucoup à toi.